Voilà ce qui s'est passé quand j'avais 7 ans, je crois, ou 6 ans. J'étais abonné à une revue pour enfants, qui était à peu près la seule à l'époque, qui était le journal de Mickey. Et un jour, le facteur dépose le journal de Mickey et un catalogue d'une boutique de photos, qui était la plus importante de France, où ma mère, quand elle est très jeune, était sténodactylo. Bon. Alors, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'appelle à la machine très vite. Et donc, moi j'ouvre le Mickey, mais je suis intrigué par ce catalogue, et je vois qu'à la fin du catalogue de tous ces appareils de photo déjà merveilleux, il y avait des objets qui s'appelaient des caméras en 8 mm, 9 mm 5 et 16 mm, ces caméras professionnelles. Alors je me suis dit, c'est épatant ces jouets-là, et comme la distraction, j'habitais la banlieue de Paris, la distraction de mes week-ends, c'était d'aller au cinéma entre papa et maman. L'écran s'ouvrait, il s'ouvrait sur le monde. Moi, j'habitais une petite maison, mon père était à la SNCF, donc, si vous voulez, j'étais un petit banlieusard. Et donc, c'était le rêve pour moi, le cinéma. Et penser que ces petites machines rigolotes permettaient de faire ces choses merveilleuses que je voyais le week-end, j'ai dit à ma mère, qui rentrait en bicyclette de l'usine où elle avait un poste de responsabilité, je lui dis, maman, je veux faire du cinéma. Ma mère se jette sur le téléphone, appelle ses copines qui lui disent, quoi, du cinéma? Un si bon élève? Bon. Donc c'était comme si je lui disais, je voulais être clown dans un cirque en Roumanie. Bon, à peu près. Bon, je dis pas de mal en Roumanie, j'aime beaucoup. Et donc, mais quand même, si vous voulez, alors ma mère m'offre un appareil de photo. Qu'est-ce que je fais avec cet appareil de photo? Je photographie ma mère parce que c'est elle qui m'a donné. Ensuite, je vais à Notre-Dame, je photographie la galerie parce que j'habitais la banlieue sud, donc j'allais souvent à Notre-Dame, et quand on arrivait à Paris-Pont-Saint-Michel, je montais les marches, la première chose que je voyais, c'était Notre-Dame. Et donc j'ai fait ma deuxième photo à Notre-Dame. Et ensuite de ça, donc j'ai véritablement raconté à ma mère que oui, je voulais faire du cinéma. Je n'osais pas le dire à l'école, j'avais la chance effectivement d'être bon élève, et j'étais au lycée de Pilote, il y en avait 4 en France, extrêmement choyé. Et ma mère, je me souviens, elle m'a emmené chez le libraire, où ma mère a demandé, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a un livre sur comment faire du cinéma? Alors la libraire a dit non, mais il y a une revue qui s'appelle Avenir, et puis peut-être un jour ils vont parler du cinéma. Et quand ma mère, un an plus tard, a reçu ça, elle a fait ni une ni deux, elle avait l'habitude elle avait un poste de responsabilité important dans une grande entreprise, elle téléphone au directeur de la FEMIS. C'est ce que c'est la FEMIS, c'est l'école la plus prestigieuse en France. Juste derrière Louis Lumière, j'ai fait les 2 écoles. Et je suis sorti major des 2. Et donc, je me retrouve un jeudi avec ma mère, j'ai 8 ans, et on va voir le directeur de la FEMIS. Alors, qui dit à ma mère... alors oui, bon, quel âge a votre fils? Il veut faire du cinéma, pourquoi? Elle lui dit, demandez-lui. Elle dit, moi j'étais le petit garçon en culotte courte, et je me souviens, j'étais désespéré parce que j'avais des soquettes qui tombaient, des chaussettes blanches qui dégringolaient. Bon. Alors, je ne fais pas le détail, en tout cas, il est très surpris, il appelle des gens de son personnel, et on m'explique qu'il faut faire les écoles de cinéma, qu'il faut avoir un bac à la fois scientifique et littéraire, donc je fais du grec, machin, et j'arrive quelques années plus tard, j'ai fait tout ce qu'il a dit, donc je suis diplômé de l'école de Louis Lumière, et je vais entrer en dernière section de réalisation de la FEMIS. Entre-temps, j'ai fait des films grâce à l'aide de mon école, et j'avais des choses à présenter. Et très très vite, j'ai été accepté en dernière année de la FEMIS, donc je suis sorti diplômé à 20 ans. Et pendant ma scolarité, mes profs m'ont branché sur des coups. C'est-à-dire que j'ai eu mon premier chèque de metteur en scène à 19 ans et demi. Et ça n'a pas arrêté. Je n'ai fait que ça dans ma vie. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à demain, j'espère. Donc voilà. Comment vous dire pendant toute ma scolarité, je rentrais chez moi, j'écoutais de la musique classique ou du jazz, etc. Et je faisais mon montage en 8 mm, puis ensuite en 16 mm. C'était ma passion. Quand mes copains venaient pour jouer au football dans la rue, j'essayais de montrer que je n'étais pas là. J'avais cette passion absolue.
Et donc après, bon, après j'ai été envoyé au Cameroun pour faire de l'instruction du cinéma avec des charmants amis camerounais. Je suis resté 1 an et demi là-bas, j'ai piqué une passion pour l'Afrique. J'ai fait 400 films publicitaires avant de faire mon premier long métrage. Nous étions 3 en Europe à nous partager le haut de gamme publicitaire. Je tournais un film publicitaire par semaine. Mon ami Ridley en faisait 3, lui. Ridley Scott, pardonnez-moi. Je me suis retrouvé, moi, je trouvais ma vie complètement normale. J'avais fait les écoles, tout de suite j'avais eu des diplômes, j'avais fait des études à la Sorbonne, je ne suis pas agrégé de grec, mais enfin j'ai fait du grec pendant 8 ans. Donc si vous voulez, ça est allé tellement vite. Je passais une journée typique pour moi, je démarrais ma journée en prenant le premier avion du matin pour aller faire un casting à Londres, je retournais à Rome pour vérifier mon montage, et j'allais au Maroc pour faire des repérages dans la journée. Et je repartais à Paris. Ça a été ma vie, et ça l'est encore. Donc, si vous voulez, j'ai même pas eu le temps de me retourner. Je sais plus, tellement ça a été bien. Tellement ça a été rigolo, tellement ça a été tonique. Ah oui. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne fais des films que par passion. Parce que je n'ai fait que 15 longs métrages. J'ai des confrères charmants comme Lelouch, j'en ai fait 50, lui. Moi, je préfère en faire 15. J'étais très ami avec François Truffaut, qui me disait il faut en faire beaucoup pour qu'il y en ait quelques-uns qui subsistent. Et je lui disais mais pourquoi tu n'essayes pas d'en faire un peu moins, mais notable. Et il me disait non, c'est pas comme ça que ça marche. La mayonnaise, ça prend pas toujours. Mais moi, je suis pas du tout dans cet esprit-là. Je fais des films qui me demandent au moins 1 an et demi de préparation. En plus, je fais après une tournée qui me dure 6 mois. Tous mes films sont vendus, là le dernier, dans 195 pays. C'est difficile de faire plus parce que les autres pays n'ont pas de cinéma. Il en reste une vingtaine où il n'y a pas de cinéma. Donc, si vous voulez, j'ai vécu une vie absolument passionnante, incroyable. Je ne pouvais pas imaginer que ça allait m'arriver. Franchement, moi, petit mec de Draveil, me retrouver avec un bureau immense à Hollywood, au centre même des décisions, je ne savais pas que c'était possible. Ah oui, c'est arrivé. Il faut que... Vous savez, je reçois, allez, 2 romans par jour, un scénario tous les 3 jours, et un scénario financé tous les mois. C'est-à-dire, j'ai qu'à dire oui et on le fait. Mais moi, je sais qu'il faut se mettre en danger. Pourquoi? Vous savez, il faut être en opération survie. C'est-à-dire qu'il faut être sur le bord du gouffre, et c'est là qu'on est le meilleur. Donc, je me suis refusé de faire des films à la manière du précédent. Bien entendu qu'on m'a demandé de faire la guerre du feu numéro 2, numéro 3, la guerre du fer, la guerre du sable, la guerre de l'eau, bon, tout ça, oui, bien sûr, tout le temps. Mais non, je ne veux pas. Attendez, pendant une période, j'avais tous les films avec des ethnies étranges, puisque j'avais fait mon premier film qui s'appelait La Victoire en Chanteur, qui s'appelait Black and White in Color ailleurs. J'ai eu l'Oscar. Bon, coup de bol, Oscar du meilleur film étranger. Bien, bon, c'était mon premier film. Là, évidemment, ça a démarré en flèche. J'ai eu accès à tous les studios qui m'envoyaient et qui continuaient à m'envoyer tous ces films. J'ai refusé toujours. Parce que, d'abord, je me suis dit, non, c'est mon premier long métrage, c'est certes, j'ai déjà 8 ans ou 7 ans de journée continue dans le cinéma, où je faisais casting, montage, la musique, les réunions d'agence et tout ça. Mais un long métrage, c'est différent, il faut avoir quelque chose à dire sur le cœur. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un truc si vous n'avez pas un rapport profond avec l'histoire. Donc, première règle, ne pas faire la même chose qu'avant. Donc, à chaque fois, prendre un risque. Effectivement, l'ours n'a pas grand-chose à voir avec l'amant. Mais pourquoi, après l'ours, j'ai pas envie de faire le tigre, le chimpanzé, on m'a proposé le chameau, le serpent, le crocodile, l'araignée. Oui, tout ça, ça m'arrive. Et attendez, je ne vais pas enchaîner tous les mammifères et les oiseaux du monde. Je me souviens quand je dis à Claude Berry, qui était mon producteur, qui me dit chérie, il appelait tout le monde chérie, chérie, qu'est-ce que tu veux faire après? Je lui dis écoute, j'ai 2 gamines, elles ne veulent pas entendre ce que c'est que l'éveil de la sexualité, ça va leur arriver, je vais faire un film là-dessus. Et il vient sur mon tournage de l'ours en me disant j'ai acheté pour toi, chérie, l'amant de Marguerite Duras. Je lui dis pas question de travailler avec cette emmerdeuse. Et
Et voilà. Et donc il le file à Cimino, qui était un pote à moi, de Michael Cimino. Et finalement, un an plus tard, Cimino, que je rencontre par hasard dans la cour où elle s'était pâtée, il me dit, dis donc, est-ce que tu échangerais la condition humaine qu'on me proposait et avec l'amant, parce que j'y arrive pas. Enfin, si vous voulez, et effectivement, l'amant était... J'adorais le roman, mais je ne pouvais pas imaginer de travailler avec Marguerite. Ce que j'ai fini par faire, on s'est engueulé, embrassé, tout ça, rigolé, et puis pas détesté, moi j'ai pas détesté, mais, enfin ça s'est bien terminé. Vous savez, dans le spectacle c'est très simple. Vous pouvez être amis, frères et tout ça, votre film fait un bide, vous voyez plus jamais les gens. Vous êtes engueulé toute la journée et vous faites un triomphe, là je peux vous dire que tout le monde s'aime. C'est la cruauté de ce métier. Très très beau projet, bien avant que les films de pirates redeviennent à la mode, sur deux jeunes filles, j'insiste, jeunes filles, qui avaient tenu au XVIIe siècle la flotte anglaise au respect et qui avaient pris la place de Jack Rackham, qui était le célèbre pirate. Le problème à l'époque, c'est qu'on m'a dit, Jean-Jacques, on ne peut pas faire un film. À l'époque, c'était 58 millions de dollars, je me souviens, ce qui ferait 150 aujourd'hui, millions d'euros. On dit, attends, on ne peut pas faire un film avec deux gamines, forcément inconnues puisqu'elles sont jeunes. Et moi j'ai dit, mais si les filles ne sont pas jeunes, mais je ne veux pas faire le film. Si c'est deux bonnes femmes de 35 ans, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Donc j'ai arrêté parce qu'on m'a dit, il faut prendre un acteur célèbre. J'en ai rencontré plein pour leur faire plaisir. Et je me suis dit, mais c'est pas l'histoire que je veux raconter. Je veux raconter l'histoire de deux gamines qui deviennent les pirates les plus célèbres de l'époque. Il y a un autre film que j'aimais beaucoup, qui se passait dans l'Arctique. Malheureusement, c'est il y a 20 ans, travailler au Groenland, au Nunavut, qui est la partie nord du Québec, enfin qui était autrefois la partie nord du Québec, ça coûte une fortune parce qu'il fallait transporter le matériel un an à l'avance, pendant la fonte des glaces et à la fonte des banquises, c'est-à-dire au mois de septembre, septembre-octobre, et attendre le mois d'avril pour qu'il y ait de la lumière, pour qu'on puisse marcher sur la banquise, etc. Le budget, je me souviens, mon directeur de production m'avait dit, écoute, c'est au moins 160 millions de dollars. C'est aujourd'hui, ce serait 220, hein, un peu plus. On m'a proposé de le faire pour 100 millions de dollars. C'est quand même pas mal, 100 millions d'euros. J'ai dit non, parce que je ne veux pas entraîner mes producteurs dans une aventure folle. Je ne veux pas faire comme Terry Gilliam, savoir que son film coûte 75 et dire à ce qu'on appelle completion bond, c'est-à-dire la garantie de bonne fin, l'assurance, que ça va coûter que 35. Je ne sais pas le faire. Je préfère dire non. Donc oui, j'ai des films sur lesquels j'ai travaillé, sur lesquels j'ai beaucoup aimé travailler et que je n'ai pas fait pour des raisons de responsabilité. Je pense que mon travail, c'est de faire le meilleur film possible pour le monde entier dans les limites du budget et d'un plan de travail. Voilà mon métier. J'ai travaillé avec le producteur, un producteur très important à Los Angeles, sur Fondation d'Asimov. Tout ça pour m'apercevoir au bout de 3 mois que Lucas avait tout piqué dans Star Wars. Et que je me suis dit, je vais faire un film vieillot, parce que c'était des pensées vieillottes. Fondation, c'est un livre fondamental, comme vous le savez. J'y ai travaillé, et j'ai abandonné parce que je me suis dit, je ne peux pas faire un Star Wars, certes plus proche du livre original, mais évidemment, ça avait été fait déjà. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête. C'était sur la série qui était adaptée pour Apple TV? Ça, on ne me l'a pas proposé. Je me souviens qu'après la guerre du feu, donc c'était un film qui parlait de la vie préhistorique, avec des néandertaliens qui parlaient un langage que nous avions inventé avec un auteur très célèbre, Anthony Burgess. Tout de suite, je me suis dit, puisque j'ai réussi à faire un film sans paroles compréhensibles, qui fait le tour du monde, enfin le film a fait le tour du monde avec un succès inimaginable, je me suis dit, puisque j'ai réussi à faire que le public contemporain s'identifie à un homme préhistorique, le prochain rôle, je le confie à un animal. Et donc, je me suis branché sur l'idée de l'ours, qui est un film où j'ai donné qui suit le point de vue du petit ours, et non pas le point de vue du chasseur. Mais je me suis dit, non, si je fais ça,
je vais être dans la catégorie cinéaste animalier, ce qui m'énerve extrêmement, extrêmement. Parce que, évidemment, un film comme L'Ours, c'est pas un film animalier. C'est un film où j'ai un acteur qui est un ours, mais que je dirige comme un acteur. Et c'est monté comme un film de fiction. C'est complètement différent. Mais les gens, ils voient un animal et ils pensent que c'est un film animalier. Ils n'ont rien compris. Le cinéma animalier, c'est un cinéma de reportage, de gens qui se plantent et qui attendent, enfin qui organisent que le lion dévore la gazelle devant leur caméra. Bon, mais c'est des gens très gentils, mais sauf que oui, moi je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas imaginer de mettre une gazelle en difficulté. Impossible. Donc je suis obligé de faire de la fiction et de raconter ça autrement. Et donc j'ai intercalé volontairement Le Nom de la Rose, parce que je suis tombé, j'étais en promotion de la guerre du feu aux Caraïbes, je me souviens, je tombe sur un article du Monde qui me parle d'un curieux succès intellectuel, littéraire en Italie, et il y avait marqué « C'est une histoire policière dans un monastère au XIVe siècle », autour d'un livre d'Aristote. Mais attendez, moi je lis Aristote dans le texte. Aristote, c'est mon livre de chevet. La poétique, c'est mon livre de chevet. C'est pas la peine de lire tous les livres imbéciles sur comment construire un scénario. Vous lisez Aristote une fois, vous avez compris. Et donc, je me dis, c'est pour moi. Et j'ai intercalé Le Nom de la Rose entre un film préhistorique et un film avec un ours comme vedette. Et après, j'ai fait un film complètement différent qui est L'Amant. Et je me souviens que Claude Berry me disait, mais toi, t'es fort en violence. Mais non, il faut faire un film violent. Je dis, non, je suis désolé, L'Ours, c'est pas un film violent, c'est un film de tendresse. Je ne comprends rien à la tendresse. Après, quand je dis, je veux faire L'Amant, c'est d'accord. Il me dit, oui, mais toi, tu comprends rien à l'amour. Bon, très bien. Après, il voulait faire que je fasse que des films d'amour. Vous voyez, le métier est terrible pour ça. Vous êtes identifié, vous avez une étiquette, vous êtes dans le tiroir chaussures, mocassins, et vous faites que les mocassins. Donc il faut faire très 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 attention. C'est le danger absolu, surtout quand vous êtes bon dans un genre mineur. Vous êtes assistant opérateur. Si vous êtes excellent assistant opérateur, vous êtes assistant opérateur toute votre vie. Il faut savoir changer au bon moment, être cadreur, et puis ensuite chef opérateur. Alors je vais vous raconter mon rapport avec Umberto. Je suis resté, Dieu merci, ami avec lui dès le premier jour, et jusqu'à son décès il y a 2-3 ans. Je suis resté très proche de la famille d'Umberto. Umberto, vous savez, c'était un penseur de la littérature. Il a fait un livre que je vous conseille à tous, qui s'appelle L'œuvre ouverte, qui s'appelle en anglais Participation of the Reader, la participation du lecteur. Et c'est un homme tellement, tellement brillant que j'ai adoré son attitude. Il me disait, par exemple, il m'appelle le jour je venais d'acquérir les droits à travers un producteur. Il m'appelle pour le nouvel an et il me dit, cette année a été l'année de mon succès, que cette année soit l'année de ton succès. Et tout le temps il me disait, moi j'ai fait le livre, c'est pour les librairies, et toi tu fais le film, c'est pour les cinémas. Et il me disait, s'il y a des connards, et il y en a eu beaucoup, 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 qui ont dit, le film c'est pas le livre. Et bien il m'a dit, c'est pas la peine de faire l'université pour dire ça, parce que j'ai un copain sculpteur à qui j'ai autorisé de faire une sculpture qui s'appelle Le Nom de la Rose, et bien c'est pas le livre. Mais attendez, la leçon d'Aristote c'est quoi? C'est que l'art est plus grand que la vie, il est plus court que la vie. On ne raconte pas une vie de 50 années, il ne faut pas le raconter en 50 ans, il faut le raconter en 1h30. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est l'art de l'ellipse. Où est le sens dans un film? C'est dans la coupe. Donc, si vous voulez, toutes les idées reçues imbéciles qu'on apprend aujourd'hui dans l'école de cinéma, c'est fait par... Bon, je ne vais pas insister là-dessus, mais franchement, il faut toujours vous demander qu'a fait le professeur. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Quel est son score? Est-ce que c'est un sportif qui n'a joué qu'en 4e division, ou est-ce que c'est Mbappé? Alors, qui c'est qui vous parle? Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'expérience de ce que c'est un cinéma international? Parce que, vous savez, moi, j'ai le souvenir que le cinéma français était un des grands cinémas du monde. Aujourd'hui, comme je vis beaucoup à l'étranger, c'est impossible de voir un film français, tout simple. Alors, on peut en pleurer, c'est mon cas. Ça me fait beaucoup de chagrin que les films qui marchent en France, c'est rien aux États-Unis. J'ai vécu 4 ans en Chine.
Je suis allé une fois avec une dame qui était une femme très riche, qui voulait investir dans la mode. Elle voulait voir le film Saint-Laurent. Le film était programmé à 11h du soir, dans un multiplex, un endroit qui s'appelle Sonoma, dans Pékin. On arrive à 11h moins le quart. La dame nous dit, ben non, vous êtes les seuls clients, finalement, on passe Fast and Furious, il y avait déjà 5 salles qui passaient. Voilà, c'est-à-dire que le metteur en scène, lui, très content, il est distribué en Chine, sauf qu'il n'est pas vu. Voilà, Marguerite Duras, elle me disait, j'ai fait un triomphe à Hong Kong, j'y étais. Alors, ça tombe bien. Je lui ai dit, Marguerite, c'est une salle de 90 places, c'est l'Institut de France, c'était plein. Effectivement, il y a 1,4 milliard d'habitants, c'est-à-dire que c'est à peu près un strapontin au studio Christine à 10h du matin où il y a 3 personnes dans la salle. Voilà ce que c'est par rapport à la Chine. Donc, les gens ne se rendent pas compte. Pour avoir un succès en Chine, il faut avoir au moins 30 000 salles. Il y a 85 000 salles. En France, on en a 5 000, on est très bien servi. Les salles sont très bonnes en France, elles sont excellentes en Chine aussi, beaucoup mieux qu'aux États-Unis. Mais si vous voulez, je crois que les gens ne se souviennent plus que le cinéma est un art international. On ne parle pas... Les films, c'est cher, vous voyez. Alors, la moyenne d'un film français, c'est 3,5 millions ou 4 millions d'euros. La moyenne d'un film américain, tout confondu, c'est-à-dire un film avec 2 acteurs qui se parlent autour d'une table, c'est 75 millions d'euros. Donc, vous proposez au public de Manille ou de Auckland de faire une promenade en trottinette ou une promenade en Rolls. La plupart des gens, peut-être à tort, j'insiste, choisissent la promenade en Rolls, voilà, en limousine. C'est comme ça, les gens ont envie de se distraire. Pardonnez-moi, j'ai été très maltraité par la presse de gauche française pendant très longtemps, parce que je ne faisais pas le cinéma qu'il fallait. Et à une époque, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de faire les films qu'ils recommandent? Et bien la réponse était non. Et je me suis dit, je préfère me planter avec les films de mon cœur, dans le cinéma que j'ai envie de faire, plutôt que d'écouter... Et ils sont devenus quoi, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le grand critique de Libération, il a fait 3 bouquins qui ne sont pas vendus. Mais attendez, c'est quoi son truc? De quel droit il parle? Moi, qu'un confrère me dise, mais non, ton dernier film, c'est de la merde. Mais ça me va très bien, parce qu'il a raison, sans doute. Mais non, mais si moi j'accepte ça. La critique est la bienvenue. J'en ai fait de la critique, 5 ans sous un autre nom. Donc je sais ce que c'est. Mais si vous voulez, moi je vis comme un désespoir le fait que être français, c'était chic dans les années 70, et puis maintenant, c'est... Heureusement que les gens croient que je suis américain. Je racontais, je ne sais plus à qui, quand je passe à la douane aux États-Unis, on me dit « Why are you French ?» Et je réponds « Because I'm French. » « No, but you could be American. » Je dis « Oui, mais je suis français, etc. » Et la conversation dure. Parce que le mec qui me reçoit, qui vient du Ghana, il ne comprend pas qu'on peut être américain et on choisit d'être ghanéen. J'ai reçu d'ailleurs beaucoup de lettres de Russie parce que j'avais fait une erreur technique. D'abord, les anciens combattants russes se sont plaints en disant qu'ils avaient en fait tué beaucoup plus d'Allemands que je ne le montrais dans le film. Ensuite, ils se sont plaints parce que j'avais fait construire un train blindé et détourner une voie ferrée pour passer de mon décor, etc. Et il y avait une voiture dotée d'un canon, et je m'étais assuré que cette arme avait été faite avant 1942. Mais, alors oui, j'avais toutes les photos disant que c'était 1942. Sauf que, on m'a expliqué, c'était vrai, que les voies ferrées ayant été dynamitées, le train n'avait pas pu être là avant 1944. Bon, et donc je me suis fait traîner dans la boue par... à l'époque, c'était encore des lettres qu'on m'envoyait. Il y a des gens qui sont spécialistes de tout, c'est incroyable. Vous vous trompez de décoration sur un soldat serbe qui aide les... vous avez plein de lettres de Serbes qui disent non, ce monsieur-là, il n'était pas capitaine, il était commandant. Mais c'est merveilleux en même temps. C'est épatant que les gens soient attentifs comme ça. Alors je me donne beaucoup de mal. J'ai été très critiqué pour me donner beaucoup de mal sur les détails. Mais je sais que, enfin, à mon avis, quand vous vous plantez sur les détails, les gens ne vous croient plus tout de suite. Si vous mettez un téléphone portable dans les années 50, vous êtes cuit. Les gens comprennent que le metteur en scène est bidon, qu'il n'a pas fait son travail à fond,
Et ils se désintéressent de l'histoire. Ils ne croient plus à vos personnages qui sont inventés. Pour que le public croie aux personnages, il faut que l'environnement soit juste. Il ne faut pas se tromper de costume. Vous mettez une fille des années 40 en mini-jupe, ça ne le fait pas. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est malheureusement plein d'anachronismes qui font que les films passent à la télé à 23h. Vous savez, on avait des choses très compliquées à faire. Par exemple, expliquer à un ours qu'il fallait qu'il joue en faisant semblant d'être blessé à la patte. Vous savez combien de temps ça a mis? 7 ans. 7 ans de dressage. Expliquer à un ours qu'une truite, c'était pas dangereux. Parce que cet ours, j'ai fait un casting d'ours dans le monde entier, et j'ai finalement trouvé un ours à Hiba, au sud de Salt Lake City. Et cet ours, j'avais une scène dans le film où cet ours pêchait des truites. Alors c'est très simple, vous avez peut-être vu des reportages sur les rivières du Nord-Canada où ils éjectent le poisson, ils le rattrapent, ils le croquent. On a engagé un pêcheur qui allait dans les rivières du Utah, c'est le nom de l'État où se trouve Salt Lake City, et qui amenait tous les jours une truite dans un bassin que nous avions fait construire dans l'enclos de l'ours. Dès qu'il voyait cette chose bouger dans le bassin, il allait se réfugier dans sa cabane de peur. Attendez, il était... Vous voyez, ma main là, c'était son épaule. C'était un monstre. Mais il avait peur des truites. Et un jour, j'étais dans la maison de campagne, le téléphone sonne, c'est mon dresseur qui me dit « Ça y est, l'ours s'est approché, il a bouffé les truites. » Alors, après, j'ai fait une scène où, effectivement, j'ai tourné en Autriche. Avec l'accord des autorités autrichiennes, j'ai rempli la rivière de truites de cette rivière-là, en pensant que l'ours allait en chasser une. Non, il a voulu les tuer tous. Vous savez, Jean-Jacques Rousseau, c'était très bien. Il a pensé que les sauvages étaient gentils et que les animaux étaient charmants. Non. Les salades détestent les biches, les loups adorent les biches, etc. C'est d'une violence infinie. Et donc, cet ours, il nous a immobilisés, parce que nous, l'équipe, on était dans des cages, et lui, l'ours, il était libre, de façon à ce qu'il ait un comportement libre. Il nous a gardés pendant 5 heures, pendant un orage monstrueux, tellement monstrueux que la foudre tombait sur les sapins, et les sapins explosaient et faisaient tomber les autres sapins. C'était incroyable. Et nous, on était frigorifiés. Et cet ours n'arrêtait pas de chercher encore des trucs. Il n'avait plus faim, mais simplement pour le plaisir de tuer. Donc, si vous voulez... Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que, dès le début, c'est ma nature de respecter mes acteurs. Que mes acteurs soient verticaux ou à 4 pattes, c'est la même chose. Il y a un aspect technique à ça. Si je ne respecte pas mes acteurs ne me respectent pas. Si je ne les aime pas, mes acteurs ne m'aiment pas. Et ils n'aimeront pas le film. Donc, si vous voulez, il y a un travail de fusion. Et donc, respecter votre star est absolument essentiel. Alors, tous les matins, sa cage de nuit était sur le chemin entre la route et le lieu de tournage qui était dans les montagnes. Tous les matins, nous échangions notre souffle. Je ne sais pas ce qu'il a pensé du mien. Alors le sien, je peux vous dire, il fallait être courageux, hein, parce que c'était pas terrible. Et au bout du compte, j'ai failli ne pas être là devant vous aujourd'hui, j'ai failli être tué par l'ours, parce que nous étions très copains. Il regardait ce que je demandais à son dresseur. Il sortait de la cage, il le faisait, parce que ça lui convenait. C'était quelque chose qui était étudié avec des spécialistes de l'ours, comme un comportement normal dans une situation normale. J'avais comme conseiller le meilleur spécialiste de l'ours sauvage qui habitait dans l'Arizona, et je suis allé lui consulter de nombreuses fois, et c'était mon conseiller sur l'animal sauvage. Il y avait un très bon livre aussi, d'un monsieur qui s'appelle Stéphane Herrero, qui racontait tout le comportement des ours sauvages dans les parcs nationaux canadiens. Donc, si vous voulez, moi je m'entoure de spécialistes pour tous mes films. Et ces spécialistes-là adorent les animaux, donc il n'est pas question qu'on mette un animal en danger. Alors, l'ours devait figurer qu'il avait été blessé à la patte. Mais comment expliquer à un ours qu'il faut marcher sur 3 pattes? Ben, ça a pris un temps infini. C'est pour ça que j'ai fait le nom de la rose entre-temps, entre autres. C'est-à-dire que le temps que l'ours
il avait tout un répertoire, il avait 17 mots. Et pour celui-là, limp, qui veut dire marcher en boitant, il n'arrivait pas. Donc il prenait toute la liste des trucs. Alors il y avait smile, c'était il y avait up, il y avait down, il y avait quoi donc, sweet, etc. Bon. Alors il faisait la liste complète et enfin il arrivait au truc où il marchait sur 3 pieds, sur 3 pattes. Mais si vous voulez, c'est, comment vous dire, vous voyez, j'ai fait un film en Chine après, en Mongolie, j'étais très copain avec l'alpha male. Alors toute mon équipe pensait que c'était parce que moi j'étais le chef de mon groupe de bipèdes et que lui était le chef des quadrupèdes. Mais non, je crois que notre amitié était au-delà. C'est-à-dire que tous les matins, il fallait que je change. Je ne pouvais pas venir en chemise comme ça. Il me dévastait. Il me mettait ces pattes-là, il me léchait pendant 10 minutes. Je ne sais pas si vous avez été léché 10 minutes par une langue d'ours, c'est long comme ça. Et ça s'est terminé par la réinvention du French kiss. C'est-à-dire, il me foutait sa langue jusqu'au fond de la gorge. Je vous jure. Il s'appelait Claudie. Il avait une très jolie épouse qui s'appelait Silva et qui était fâchée, qui me mordait le jean parce qu'elle disait les garçons ça suffit. Donc si vous voulez, pour pouvoir faire ces films-là, moi j'ai plein de copains qui veulent faire des films comme ça, mais j'apprends qu'il y a quelqu'un, je ne vais pas citer trop le film, mais qui a fait un film avec un animal véritable, etc. Ça s'est mal passé parce que on ne peut pas dire à un cerf ou à une tortue vas-y et retourne-toi quand je t'appelle. Non, il faut savoir comment faire pour que l'animal se retourne et qu'il voit quelque chose qui l'intéresse. Si ça ne l'intéresse pas, il se retournera peut-être, mais il n'aura pas le regard. Donc, si vous voulez, j'ai beaucoup lutté contre ces films documentaires qui, eux, ont le droit d'organiser une attaque de fauves contre un troupeau de gazelles. Eux, ils ont le droit de voir la gazelle parce que les gens n'y croient pas. Ils sont pas dans la... Si vous faites un film sur la gazelle et que vous voyez les lions à côté, mais là, vous êtes dans le point de vue de la gazelle, donc vous êtes dévasté quand la maman gazelle se fait dévorer. Mais un documentaire, bon, ils ont vu les choses de la vie, et puis c'est loin, puis c'est pas nous, et puis ça s'est passé comme ça. Mais non, ça s'est pas passé comme ça s'est organisé comme ça. Il y avait un type qui avait le nom d'une grande société de fromage, qui faisait des très beaux films, mais c'était des films organisés, sans prendre soin des animaux. En ce moment, je revois beaucoup de westerns de John Ford. Putain, les cheveux, pardon, excusez-moi. Les cascades de chevaux, mais vous avez, avec ces cascades-là, vous avez un cheval sur deux qu'on est obligé d'exécuter à la fin, parce qu'ils se sont cassés les jambes. Mais les cascades sont extraordinaires, hein, ça faut dire que... alors aujourd'hui, on les fait en numérique. C'est pas la même chose. Vous savez, j'ai évolué avec les trucages. Quand je suis sorti de la Fémis, donc à 19 ans, j'étais vendu, entre guillemets, aux agences de publicité. On disait, le petit jeune, là, il est très fort en trucage. Et je faisais des trucages, ce qu'on appelait la truca, c'est-à-dire, ça prenait un temps fou, c'était très, très chiant. Mais j'ai appris ça. En fait, vous savez, aujourd'hui, je fais mes étalonnages avec chef étalonneur moi-même, parce que autrefois, quand il y avait une fille qui ce jour-là avait des boutons et qu'elle avait tous les gros plans, on changeait le plan de travail. Aujourd'hui, pas du tout, parce que ça n'a aucune importance, on gomme tout ça en quelques secondes. Donc c'est un métier qui évolue, Dieu merci. Mais comme moi, j'ai toujours été à la pointe de ça. J'ai toujours utilisé les caméras nouvelles. Attendez, pour le nom de la Rose, je vais faire une caméra nouvelle qui était l'Arri 4, l'Arri Flex numéro 4, voilà, avec une visée particulière, etc. Les viseurs pour metteur en scène, les zooms, le premier zoom à rapport 10, c'est moi qui l'ai fait faire chez Ingénieux. Je suis allé voir les ingénieurs. Donc, si vous voulez, je n'attends pas que les choses arrivent, j'y participe. J'ai fait un film pour Dior avec Charlize Theron et des actrices du passé. On a inventé le logiciel. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, ça fait 10 ans que j'en fais, moi. Donc, si vous voulez, je ne suis pas étonné, mais à l'époque des films dont on vient de parler, dans Le Nom de la Rose, dans L'Ours, il y a zéro trucage autre que ce qu'on appelle des split screens. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez un petit ourson, de l'autre côté, un puma. En fait, j'ai une caméra qui est pétonnée, je tourne le puma en colère. Pourquoi il est en colère? Parce que c'est moi, avec une patte d'ours,
qui le titille, comme ça je lui fais pas mal. Alors il est fâché. Contre-champ, c'est l'ourson. C'est de moi, maintenant, je le fais moi parce que je sais que le dresseur, il va pas faire exactement ce qu'il faut, il va pas... Bon, peu importe. Je le fais moi, j'ai du coup une patte de puma, et je le titille, et l'ourson est fâché. Et donc, je raccorde les deux. Le problème, c'est la rivière derrière qui change de couleur, parce que en fonction de l'ensoleillement, comme c'était une rivière de glacier, elle était soit transparente le matin, mais dès que le soleil chauffait, elle devenait boueuse, grise. Il a fallu raccorder ça après à l'étalonnage, en faisant très attention d'avoir des caches. Mais encore une fois, tous ces systèmes que j'ai utilisés au fur et à mesure de leur invention, mais le numérique, j'ai été le premier à faire un film en numérique en Europe. Ça s'appelait Deux frères, que j'ai tourné au Cambodge. Et c'est Cameron, un monsieur que je connais bien, qui m'a prêté sa caméra, que j'ai mis au bout d'un manche à balai et que je foutais sous la tête des... Et qu'est-ce que j'ai eu comme critique? Hano fait maintenant de la vidéo. Il ne savait pas ce qu'était le digital. Et donc on m'a reproché de faire un film en digital. J'ai changé de chef opérateur parce que pour ce film-là, il m'a dit « Ah non, non, moi, je fais du cinéma, je fais du 35 mm, je ne fais pas de vidéo. » Maintenant, il est au chômage depuis 20 ans. Comment je trouve les endroits où filmer? Ben, écoutez, d'abord, je les rêve. D'abord, je les vois dans ma tête. Et je les décris. Et je vais savoir, par exemple, qu'est-ce que pour l'ours, est-ce que je vais tourner dans les Rocheuses, où l'histoire se passe, ou finalement je passe des semaines à arpenter la Colombie-Britannique et à m'apercevoir qu'il n'y a pas de route pour aller sur les sommets, parce qu'il n'y a que des routes forestières et que c'est des forêts plantées pour l'industrie du papier. Donc je vais visiter finalement les Alpes. Je fais les Alpes françaises, les Alpes suisses, les Alpes autrichiennes, et je trouve au Tyrol des trucs formidables. Alors comment ça se passe? Ben, d'abord, il faut avoir un financement. Et j'avais un financement de la Warner, parce que Claude Berry trouvait que le film était trop cher, donc j'ai commencé le film avec Warner Bros. Et je suis allé avec un assistant américain faire tous ces repérages. Je fais les photos moi-même, j'ai des collections. Je travaillais à l'époque au Leica, après j'ai travaillé à une chambre photographique de chez Linhof, de façon à pouvoir utiliser les photos pour mettre dans les fonds de décor. Parce que ce que vous faites aujourd'hui à l'ordinateur, moi je l'ai fait autrefois avec les méthodes anciennes, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous choisissez un fond, vous gommez le fond avec un cache flou, et c'est exactement ce que fait l'ordinateur. C'est-à-dire que moi, ça s'appelait du rotoscope autrefois. C'est-à-dire que vous avez un personnage qui est sur fond de mur, vous le décrochez à la main et vous le mettez sur un fond de mer, d'océan en furie. Vous mettez un ventilateur sur le côté, vous êtes obligé de faire évidemment tout le dialogue en post-synchro, parce qu'il y a le bruit du ventilateur, mais c'est comme ça que ça marche. Alors aujourd'hui, c'est pas différent. C'est absolument la même chose. Ce qui prenait un mois et demi au labo, ça prend maintenant 12 secondes. Et donc, je suis content. Vous savez, toute ma vie, j'ai rêvé de caméras petites. Moi, j'ai travaillé avec des caméras, il fallait 4 personnes pour le monter sur le pied. Mais j'ai pas du tout la nostalgie. Les photos du mec avec son viseur en haut d'une grue, j'en ai des milliers. Donc, je n'ai pas de... J'ai fait tout ça, ça m'a beaucoup amusé, c'était rigolo. Il fallait faire venir les grues de Londres, il fallait les transporter sur des voitures prévues pour les tanks. Enfin bon, c'est un autre monde. Mais Dieu merci, moi je préfère le monde d'aujourd'hui, et je m'en sers tout le temps maintenant. Mais en sachant une chose, c'est que si vous voulez quelque chose qui touche le cœur, faites attention au numérique, parce que le numérique, il vous fait quelque chose d'artificiel. Rien ne vaut deux mecs qui se battent vraiment. Vous pouvez le raccorder peut-être avec... je travaille à multicaméra, je travaille sur Notre-Dame, j'ai jusqu'à 17 caméras ensemble. Et les 17 angles étaient bons. Donc moi je suis absolument partisan d'un mélange subtil. Ne croyez pas que vous pouvez tout faire en numérique. Le numérique vous éloigne le public. Donc vous pouvez faire des trucs, des cascades invraisemblables, mais ces cascades invraisemblables, le public sait que c'est invraisemblable. Quand vous avez 1000 bateaux qui arrivent, mais regardez les films des années 70,
quand vous avez 100 bateaux, c'est 100 vrais bateaux. Et les gens le sentent, c'est le sentiment, c'est pas simplement l'analyse. Vous savez, le cinéma s'adresse au cœur. C'est pas la littérature. La littérature s'adresse d'abord à la tête et descend au cœur. Nous, on travaille sur le bide, sur l'émotion. Et l'émotion, éventuellement, elle remonte à la tête. Mais je n'ai pas le temps dans le cinéma, le vrai cinéma, c'est-à-dire qui coupe suffisamment vite. Évidemment, un cinéma où tout est long, alors vous avez le temps d'analyser. Mais le cinéma, le grand cinéma depuis toujours, ça va vite. C'est les films d'une heure et demie, d'une heure 40. C'est pas des films de 3h20. C'est-à-dire qu'on vit ensemble pendant des fois 1 an. On se voit tous les jours. Tous les matins, je vais au maquillage. Je les recoiffe. On passe notre vie ensemble. On déjeune ensemble. On dîne ensemble. On voyage ensemble. Et puis, allez, salut, à bientôt. Et bientôt, des fois, c'est 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Mais, vous voyez, lundi, là, j'ai un rendez-vous avec un acteur important. Ah ben non, je l'ai vu dans une première. Enfin bon, ça faisait, bon, je sais pas, 5 ans que je ne l'avais pas vu. Mais c'est des potes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de... Vous savez, dans le cirque, je ne sais pas si vous savez que les voltigeurs, vous savez, les mecs qui changent de trapèze, qui vont dans le vide, qui sont attrapés par les pieds par un autre. J'ai fait un film publicitaire une fois avec le cirque Grus, qui était un cirque très célèbre, et un monsieur qui s'appelait Alexis Grus, au cirque d'hiver. Et c'était un truc de voltigeur. Ah, il me dit, c'est super, je suis avec Suzy. Bon, très bien, Suzy. Je lui dis, bah bon, alors écoute, là, vous avez répété? Ah ben non, j'ai confiance. Attends, le mec, il se jette dans le vide, son filet, il est rattrapé par une fille qu'il n'a pas vue depuis 5 ans. Ben, ils le font, et ça marche. Oui, allez, salut, à la prochaine, parce que lui, il prend sa roulotte, il va à Lyon, et l'autre, elle va à Munich. Bon, voilà. Et c'est comme ça dans le cinéma. Si vous voulez... moi, vous savez, j'ai passé véritablement 1 an et demi avec Brad Pitt dans l'intimité totale. Ça fait maintenant, je sais pas, la dernière fois que je l'ai vu, c'est 5-6 ans. Alors, on se fait la bise, on est content de se voir, et puis à la prochaine. C'est très mouvant, ce métier, tant mieux. C'est comme ça. Là, je viens de recevoir, j'ai fait une série, la seule série télé que j'ai voulu faire pour voir comment c'était. J'ai mon actrice, Christine, pardon, qui vient de m'envoyer une photo avec un autre acteur. Voilà, bon, elle m'envoie une petite photo il y a 1 semaine. Elle est toujours aussi ravissante, toujours aussi bonne actrice. C'est comme ça que ça se passe dans ce métier. On est complètement là-dedans. Vous savez, on voit que... moi, ma vie, c'est quoi? Bah oui, c'est des acteurs, des producteurs, des distributeurs. Et vous? Parce que je travaille pour vous. C'est pour vous que je rencontre ces gens-là. C'est pour vous que je suis... forcément ami avec mes scénaristes, avec mes conseillers. Vous me demandiez, avec Umberto Eco. Umberto n'a jamais voulu travailler sur Le Nom de la Rose, jamais voulu travailler sur le scénario. Il m'a même dit, si tu veux faire une comédie musicale à partir de mon livre, c'est d'accord. Donc c'est liberté totale. Mais moi, j'ai tenu à comprendre le personnage, à comprendre ce qu'il y avait en dessous du livre. Et Umberto Eco est devenu un de mes grands amis. Son fils, qui était un de mes assistants sur le plateau, est devenu un de mes grands amis. Donc, si vous voulez, le fait d'avoir un réseau d'amis comme ça, c'est très important. Moi, quand je vais à Rome, je l'appelle, on va dîner ensemble, évidemment. Si vous voulez, si je vais à Los Angeles, ben, j'ai le choix dans plein d'acteurs et d'actrices. On se planque à l'arrière des restaurants pour ne pas être reconnu, pour ne pas être vu pour eux. Moi, je m'en fous. Donc, si vous voulez, j'ai envie de dire, c'est une vie très particulière. Mais j'ai un seul souvenir d'un acteur avec lequel je me suis mal entendu. C'est justement sur Le Nom de la Rose, le personnage qui avait joué dans Amadeus de Miloš Forman, le personnage de Salieri, et le monsieur s'appelle F. Murray Abraham. Et j'envisageais de le prendre pour un rôle d'inquisiteur, c'est-à-dire d'un méchant ecclésiastique qui a envoyé les gens au bûcher. Miloš Forman, qui est un très grand cinéaste tchèque, était un ami. Donc je l'appelle et je lui dis, écoute, j'ai envie de prendre F. Murray Abraham comme acteur. Et il me dit, il parlait français avec un bel accent tchèque, pour quel rôle? Il me dit. Alors je lui dis, pour le rôle d'un inquisiteur. Ah, est-ce qu'il est très méchant?
Je lui dis, très très méchant, alors tu n'as même pas à le diriger. Il me dit, voilà, il avait raison. Mais c'est mon seul souvenir. J'ai travaillé avec, je peux dire, plusieurs milliers d'acteurs. Hein, c'est pas, alors, stars, non, plusieurs, une centaine de gens très connus, mais d'acteurs. Vous savez, sur chaque film publicitaire, j'avais, je sais pas, 40 figurants. Là, maintenant, j'ai des milliers de figurants. Je ne peux pas me souvenir de tout le monde. C'était peut-être la guerre du feu parce que j'avais un problème de financement. Et que je tournais au Canada, je me souviens, avec un monsieur qui était très gentil, mais qui était très incompétent. Et le style de conversation, il arrivait sur le plateau et il me disait, avec son gros accent hongrois, « I know you dislike me very much ». Je sais que vous me détestez tout à fait. Alors je disais, « Yes, yes, John, yes, I do ». Et donc, un jour, je me souviens, il m'appelle à 3h du matin. J'étais sur les bords du lac Hudson, au Canada, et j'étais sur une ligne qu'on appelait une ligne fermière. C'est-à-dire que tous les gens sur 200 km étaient liés à la même ligne. C'est-à-dire qu'il y avait que peut-être 50 téléphones de branchés, mais ça sonnait dans les 50 endroits. Donc le mec m'appelle à 3h du matin. Il réveille 50 fermiers. Et moi, il me dit, we are in deep shit. On est en grand trouble. We're in deep shit. The bank doesn't want to pay anymore. Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, à 3h du matin? Sleep well. Dormez bien, parce que demain, c'est une journée très dure. Voilà. Bon. Et ça, c'est la vie du cinéma, la vraie. Hein, celle que, vous savez, il y a plein de gens qui me disent, oh, j'aimerais tellement être metteur en scène une journée. Et je dis, vous feriez quoi? Oh, on serait à l'arrière d'une limousine. Alors si c'est un mec avec une fille formidable, qui perdrait son soutien-gorge en montant les marches. Et je leur dis, vous croyez que c'est ça? Et quand on peut, on passe par l'entrée des artistes. On ne va pas se faire chier à monter avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec des photographes qui vous pourrissent les yeux. Donc c'est la pire journée. La journée de présentation à Cannes, c'est la pire. Parce que c'est un public très méchant. C'est pas Gérard May, hein, ou Gérard May, c'est hyper sympathique, familial, gentil, on est avec des collègues aimables, etc. Il y a certains festivals où c'est la haine permanente, la haine du public qui est formée de critiques. Il y a 6000 critiques. Évidemment, une critique qui dit du mal est plus lue qu'une critique qui dit du bien. Donc, qui dira le plus de mal du film? C'est la compétition. Et Thierry, qui est le sélectionneur, il me dit c'est un désastre. Un jour, il vient, j'étais en train de casser la croûte avec des copains, il vient par la projection, il me dit attends, le film est formidable, ils sont tous en train de détester, ils vont faire des critiques horribles. Mais oui, bon, alors, c'est autre chose. C'est malheureusement aussi ça. Et il y a, si vous voulez, je crois tellement profondément que les gens n'ont aucune idée de ce que c'est que le métier de metteur en scène. Aucune idée. Ils ne savent pas à quel point il faut travailler. Parce que je peux vous dire, il y a 25 ans, je me suis dit un jour, maintenant que je connais le chemin, est-ce que j'aurai le courage, connaissant ce que j'ai vécu, de recommencer? Ma réponse était non. J'ai changé d'avis. J'ai été tellement récompensé que vraiment, j'ai bien fait, je suis content d'avoir passé presque toutes mes journées à dormir à 3 heures, entre 3 heures à dormir de 3h du matin à 6h du matin pour être sur le plateau à 7h. Donc, si vous voulez, heureusement, les gens ne savent pas ce que c'est ce métier. Ils ne savent pas la complexité du métier. J'ai envie de dire, on n'est pas organiste si on est pianiste. C'est autre chose. Le métier est tellement compliqué, avec tellement de manettes à notre disposition, qui vont des effets spéciaux, du son, de la musique et tout ça. Il faut écrire un scénario en sachant quels sont vos outils. Et la plupart des gens ne savent pas. Ce qui est important aujourd'hui pour monter un film, c'est que vous faites un 20 heures. Donc que vous soyez une célébrité. Et vous dites, j'ai fait le film. Mais non, vous n'avez pas fait le film. C'est votre chef opérateur qui a fait le film, c'est votre chef monteur. Vous n'avez rien fait. Et les gens s'en aperçoivent, donc ils ne vont pas voir le film, mais il y a un espoir de promotion. Autrefois, on n'invitait pas le metteur en scène à s'exprimer. Aujourd'hui, oui, le metteur en scène devient, avec les acteurs, un argument de vente. Mais il faut que ce soit le film qui fasse envie. La qualité du film, enfin ça c'est mon point de vue. Beaucoup de gens ne pensent pas comme ça. Vous savez,
mon deuxième film, j'ai travaillé avec Francis Weber, qui a fait Le Dîner de cons, par exemple. Hein. Très bon acteur, très bon écrivain de comédie, formidable sur les dialogues, très pointus, etc. On ne change pas une ligne, rien. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi, mes scénarios sont complètement écrits. Le découpage est totalement précis. Je vais dire, mouvement de grue à préférer au steadicam, qui part de bas, bras télescopique, qui va faire un mouvement en tiroir pour suivre l'acteur d'abord de face, ensuite de dos. On remonte, et ça, je raconte tout ça. Et je mets une note pour la musique, en disant, ici, on démarre le rumble, on démarre les basses, si vous voulez, et sur ce point-là, alors une page plus loin, là, on démarre les 3 premières notes du thème, on l'arrête. Parce qu'une image où vous avez simplement quelqu'un fixe qui regarde quelque chose, vous faites entrer les 3 notes du thème, puis il s'en va de dos, et là, vous faites entrer le thème en entier, et vous faites entrer les cordes après la clarinette, vous avez raconté quelque chose. Donc, qu'est-ce que je fais avec les acteurs et avec mes techniciens? Je fais en sorte qu'ils me proposent ce que j'ai décidé qu'ils me proposent. C'est-à-dire que je leur raconte suffisamment de choses pour que sur le plateau, ils me disent « Et dis donc, si je restais fixe là, puis je sais pas, tu feras entrer la musique, et puis je m'en irais de dos, et au moment où je disparais, on voit plus que mon ombre, tu fais rentrer la musique, qu'est-ce que t'en penses ?» Oh, je dis « Écoute, c'est formidable. » Mais c'est mon métier, c'est pas de tirer la couverture à moi. Je suis très très directif, j'ai les mains dans le moteur, moi, complètement. Je m'occupe de tout, du bruitage, de toutes les étapes. C'est pour ça que je mets 4 ans à faire un film. D'abord, je m'immerge dans un environnement. Pour faire Le Nom de la Rose, j'avais un certificat d'histoire de l'art du Moyen-Âge et un certificat d'histoire du Moyen-Âge, donc ça va. Je n'étais pas complètement en dehors du coup. Mais si vous voulez, j'ai passé un temps infini à visiter les monastères. Je voulais venir à Remiremont, d'ailleurs, hein, pour l'abbatiale. Finalement, j'étais obligé de tourner en Allemagne et en Italie. Mais c'est aussi mon bonheur de m'imprégner d'une histoire, de m'imprégner. Alors pourquoi, une réponse à la question précédente, pourquoi je n'ai pas envie de refaire le même film? Parce que je sais déjà ce que c'est la vie monastique au Moyen-Âge. On m'en propose encore un. Tenez, j'ai dans mon sac un livre qui m'arrive de Los Angeles, mais qui a été envoyé par un auteur très célèbre italien, sur le Moyen-Âge, encore une fois. Voyez. Alors, pourquoi pas? Il y a quand même pas mal de temps qui s'est passé. C'est une autre période, une autre situation. Mais j'ai quand même beaucoup de bonheur à découvrir. Je suis resté un étudiant, si vous voulez. J'ai beaucoup de plaisir à farfouiller dans les bibliothèques, à lire, à regarder éventuellement des films de l'époque, etc. C'est mon plaisir personnel. J'ai eu la chance, si vous voulez, de vivre mes envies de connaissances payées par mon métier. Et donc, oui, c'est tout à fait, je me rends compte que c'est tout à fait exceptionnel, tout à fait rare. Tout le monde était tellement persuadé que le film ne fera aucun succès que Umberto Eco a vendu son livre, qui a fait un triomphe littéraire. Ça lui a permis d'acheter la moitié d'une voiture d'occasion qui était une Volvo de couleur langouste et que nous appelions, ma femme et moi, la langouste. Parce que la langouste nous attendait à l'aéroport de Milan. Donc, voilà. Mais le film a été un succès, sauf aux États-Unis. Oui. Comment ça se fait que vous n'avez pas gagné d'argent sur ce film-là? Alors, si vous voulez, il y a des fois, il faut préférer faire un bon film que de gagner des sous. Si vous voulez gagner des sous, si vous voulez, Claude Berry, lui, il avait dit sur La Guerre du Feu que quand mon auteur Gérard Brache et moi, nous aurions terminé de faire des conneries, il nous proposerait des films sérieux. Et ce qu'il me proposait, c'est les Charlots contre Dracula. Je jure que c'est vrai. Bon, alors j'aurais pu gagner plein de sous avec les Charlots contre Dracula, mais je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. J'ai choisi de gagner très peu d'argent sur Le Nom de la Rose, mais si vous voulez, quand même, mon agent avait négocié des pourcentages. Alors, je ne sais pas tellement. Oui, j'ai fait la même chose pour l'amant, parce que Claude Berry trouvait que c'était trop cher. Donc, je l'ai taxé après, au cas de succès. Mais je pense que c'est juste, si vous voulez, de faire ça. Je me souviens très fort de 2 scènes. J'étais un jour dans la même voiture que Ridley Scott, et il me sort un truc
c'est un chèque, je crois que c'est 28 Century Fox, et c'était un chèque de 1238 euros, dollars 95. Il me dit, voilà, mon premier chèque de remboursement de mes parts de producteur sur Alien qui était déclaré, Alien, hein, le premier, qui avait été déclaré déficitaire. La même scène se reproduit avec Brad Pitt, qui me fait à peu près la même chose. Il me sort un chèque de 728 dollars. C'était les gains qu'il avait, lui, en supplément de son contrat, sur Seven. Voilà. Donc, si vous voulez, pourquoi les acteurs taxent au maximum au début, ce qui est une catastrophe, parce que, bon, quand des gens comme Brad, ils sont à 20, 25, 30 millions de dollars par film. Donc vous vous retrouvez déjà avec un film à 30, vous prenez une actrice, je ne sais pas, Julia Roberts, autrefois, elle était à 20, ça vous fait 50, et vous faites le film avec quoi? Ben, c'est une catastrophe. Tandis que si vous avez des acteurs qu'on appelle en participation, mais d'un seul coup, le film, il ne coûte plus que ce qui est nécessaire pour faire un joli film. Et après, toucher les sous. Sauf que les majors trichent. Ah, mes producteurs sur La Guerre du Feu, qui sont venus par hasard sur le film parce qu'on s'est trompé de nom. On a choisi non pas le père qui était un grand producteur, mais le fils qui était un imbécile, et qui a gagné beaucoup d'argent en le cachant, en le plantant. Bon, c'est la vie. Il faut savoir ce qu'on fait. Si on veut gagner beaucoup d'argent, il vaut mieux être dans l'immobilier que d'être dans le cinéma. Mais c'est pas la même vie. Les affiches, moi j'ai des centaines d'affiches de pays différents. Des fois j'ai du mal à les retrouver. Je me dis c'est quel film ça? Et ce qui m'amuse le plus c'est mon nom en grec, c'est Zak Zak. Et avec Umberto Eco, il m'a toujours appelé Zak Zak. Zeta, Eta, Kappa, Zak, Zeta, Alpha, Nu, N. Voilà. Bon. Donc si vous voulez, il y a un moment, on ne contrôle plus du tout. Moi, je ne sais pas qui a les droits. Imaginez que je puisse savoir qui a les droits de Stalingrad en Pologne. Je connais bien les distributeurs polonais. Moi, je vais souvent en Pologne. Mais quelle affiche ils ont mis? Alors, je tombe dans des salles où je présente mes films et je ne sais pas que c'est l'affiche de mon film dans le pays. Mais le film est connu sous cette affiche-là. Le métier de producteur, j'ai toujours aimé, c'est quelqu'un qui va me débarrasser de ses affaires. Alors, on me trimballe, moi, comme un petit cadeau de Noël. Donc, je vais en Allemagne expliquer comment je vois le film. Je vais à Londres, je vais en Espagne, je vais en Chine pour expliquer, pour avoir des sous. Mais c'est pas moi qui fais les démarches, vous voyez. Je déteste ça. C'est pas mon métier. Attendez, je suis pas financier, moi. Et je ne raisonne pas en fonction du fric que les mecs vont pouvoir se faire. Je suis content quand ils gagnent de l'argent. C'est mon intérêt, comme ça je suis libre. Vous savez, je suis un des rares metteurs en scène avec ce qu'on appelle Final Cut. C'est-à-dire que j'ai, dans le monde entier, les droits de refuser un montage qui ne serait pas le mien. Mais on est, je sais pas, encore 10 à avoir ça, mais c'est un truc qui n'existe plus. Vous vous rendez compte, vous confiez une centaine de millions à quelqu'un et il dit que finalement ça ne me plaît pas. Ben, non. Il faut être connu pour être responsable. Mais vous savez, je suis ami depuis, je sais pas, 40 ans avec Ridley. On s'est tiré la bourre, tous les deux. On s'aimait beaucoup. Moi, je lui ai piqué son chef opérateur, avec qui était Michael Sarrazin, qui était un néo-zélandais, qui a inventé la lumière dite à l'anglaise. C'est-à-dire que nous, on éclairait par des projecteurs directionnels avec ce qu'on appelle des mamas, c'est une espèce de filtre, mais c'était tout directionnel. Les Anglais ont inventé la lumière réfléchie sur un polystyrène, etc. Bon. J'avais beaucoup d'admiration pour Ridley, parce qu'il a un grand sens visuel, il était ancien chef décorateur, et il dessine admirablement. Donc il y a des gens comme ça. Alan Parker était aussi un très grand dessinateur, ainsi que Fellini. Tous ces gens-là, je les ai connus très très bien. Ces gens qui sont venus sur mes plateaux, j'allais sur les leurs. Enfin bon, si vous voulez, un très grand respect de ma part pour ces gens qui ont fait des films merveilleux, aussi qui se sont plantés. Hein, il n'y a pas de mystère, on a le droit. Quand on fait des œuvres originales, pour qu'elles soient originales, il faut prendre le risque du prototype, c'est-à-dire qu'explose en vol. C'est la loi. On peut pas. Moi, je dis toujours à mes producteurs, attention, c'est risqué.
Je ne vais pas leur dire... Vous savez, un grand problème, un grand défaut des jeunes cinéastes français, c'est d'aller voir un producteur en disant « Écoutez, c'est un tout petit film et vous ne perdrez pas beaucoup d'argent. Mais qui veut passer 3 ans à se battre pour un film qui ne perdra pas beaucoup d'argent ?» Et moi, je préfère leur dire « Ça va coûter une blinde, mais bon, si c'est un triomphe, on sera tous contents. » C'est mieux. Ça donne envie. Les gens qui investissent dans le cinéma sont des fous furieux. Ce sont des gens qui vont au casino. Et donc, mais c'est... Heureusement qu'on a ces gens-là. Heureusement qu'il y a des gens comme Claude Berry, qui de toute façon, lui, il fallait que je l'emmène aux États-Unis pour qu'il soit rassuré de financer mes films. Hein. Et que ça soit le feu vert venait de Californie, après ça venait en France. Et ça a été comme ça toute ma vie. C'est pour ça que dans les 40 dernières années, j'ai vécu 35 ans à l'étranger. C'est pas mon désir, hein, c'est pas du tout mon désir de vivre à Los Angeles, à Bangkok, à New Delhi, etc. Ou à Pékin. J'ai été longtemps, comment vous dire, mal à l'aise dans les milieux professionnels français parce que j'étais Monsieur Succès. Et je crois que j'avais envie d'aller trop loin et de faire un film qui prenne tous les risques. J'ai prévenu tout le monde. Hein. En fait, vous savez, ce film, de plus en plus, et ça a été le cas de Coup de tête, mon deuxième film avec Patrick Devers, c'est un film, de plus en plus, quand je fais une tournée française, des gens viennent me voir en disant, vous savez, mais j'adore Minor, etc. Bon, c'est vrai que j'ai pris des risques insensés, que le film s'est planté. J'ai fait 15 films, j'ai un échec. Bon, ça va. C'est pardonnable. J'appelle ça le coup de tête de Zidane. Vous savez, je ne l'ai pas rencontré, Zidane, mais je vais lui poser la question un jour ou l'autre parce qu'on va forcément se rencontrer. Je pense que son coup de boule sur le match, c'était pour dire je suis un homme normal. Je ne suis pas que le responsable du football français, je suis responsable de ma mère. Et ça m'a plu. Et je sais pourquoi il a fait le coup de tête. Parce que, le coup de boule, pardon. Parce qu'il y a un moment où on a besoin d'être ramené un petit peu les pieds sur terre, de prendre 2 bonnes baffes, et on apprend de ses échecs, vous savez. Donc je suis content d'avoir connu un échec. Je suis sur 3 projets. Oui, parce que j'en ai démarré un qui va demander beaucoup de temps, parce qu'il y a pas mal d'effets visuels, d'effets numériques. Le deuxième, je viens d'y renoncer il y a 1 mois, parce que le budget n'était pas satisfaisant. Vous savez, moi je suis obligé de signer le budget. Et je suis fait de telle façon que quand je signe un budget, je veux le respecter. Donc je veux être en mesure de le respecter. Si je sais au départ que j'ai droit à 25 millions mais d'euros, mais que ça va coûter 35, je ne fais pas. Si je sens qu'il y a un blocage, mais je comprends que tel sujet, on va me dire aujourd'hui c'est pas possible, très bien. Donc je ne fais pas. Et là, il y a un film que j'ai mis, que j'ai écarté il y a peu de temps. Mais je suis sur un autre qui m'a beaucoup plu, on m'a envoyé un synopsis, un pré-scénario qui m'a beaucoup plu, et sur lequel je suis en train de travailler, y compris dans la voiture qui m'a amené ici. Oui, bien sûr. Oui. Vous savez, je conçois pas, je sais pas être inactif. Je comprends pas. Je travaille tout le temps. Toute ma vie, j'ai sauté d'un avion à une voiture de repérage, été d'un casting à l'autre. Donc je suis habitué à courir et non pas à attendre, je sais pas quoi d'ailleurs. Il faut fabriquer, c'est le plaisir, c'est la joie de faire qui m'anime. Et donc quand il y a des raisons matérielles qui m'interdisent de signer le budget, moi j'ai un souvenir, je voudrais te raconter ça, non, Terry Gilliam, mais qui c'est Terry Gilliam, Monty Python? C'est un bon copain, il est fou furieux, je l'adore. Et il me dit à l'époque, je fais Le Nom de la Rose avec Dante Ferretti, mon chef décorateur, qui était le chef décorateur de Fellini. Terry va faire le Baron de Munchausen. Il me dit, oh dis donc, tu sais, j'ai raconté à la garantie de bonne fin, c'est-à-dire une assurance qui garantit que le film sera identique au scénario, pour 35 millions. Il me dit, ça va coûter 75. Et je lui dis, mais fais pas ça. Fais pas ça. Tu vas être rayé après, tu vas pas plus jamais pouvoir avoir une assurance, donc pas faire le film. Si vous n'êtes pas assuré, vous ne pouvez pas faire le film. Eh bien, il l'a fait.
Ça a coûté 75, il a foutu la compagnie d'assurance à genoux. C'était la meilleure compagnie au monde, ça s'appelait Completion Bond. Et c'était des gens qui, moi-même, m'ont épaulé, si vous voulez. Au point que, sur Stalingrad, ça s'appelle Enemy at the Gates en anglais, ils m'ont donné, ils ont rétrocédé au film ce qu'on avait versé pour l'assurance, pour que je fasse la scène de début, qui coûtait 15 millions de dollars pour quelques minutes. Et ils m'ont dit, écoute, tu feras cette scène si tu ne dépasses pas sur les 5 premières semaines. Je n'ai pas dépassé. Ils m'ont rétrocédé 10% du budget du film. Et j'ai pu faire ma scène de début. Mais c'est ça le rapport de confiance. C'est un métier où tout le monde se connaît. Vous pouvez, je vous racontais, bon, j'appelle Miloš Forman ou j'appelle Bertolucci, etc. On se connaît tous. C'est-à-dire que on ne peut pas raconter de bobards. Ou alors vous faites une carrière de 3 films, qui est la carrière moyenne des metteurs en scène qui en font 1. Ils en font généralement 3. Pourquoi? Parce que si votre film est sélectionné à Sundance, par exemple le festival de Redford, vous signez tout de suite, votre agent vous fait signer un film nul avec une major où ils vont gagner beaucoup d'argent. Je dis ils, parce que vous allez gagner beaucoup d'argent, ils prennent 10%. Donc plus votre salaire est cher, plus le film se plante, mais avant qu'il se plante, il signe un 3e film. Et c'est la fin. Parce que un film qui est très réussi, qui est apprécié dans les festivals, suivi de 2 bides, vous êtes mort. Donc vous avez fait 3 films. Et c'est la moyenne. Donc, vous savez, il faut savoir aussi que sur 1000 scénarios, il y en a 10 000 scénarios envoyés au major, il y a 10 films qui se font. 10 sur 1000. Moi, quand j'ai à l'IDEC, il y avait 1000 demandes pour 4 places. 1000 élèves qui planchaient pour 4 places. Voilà. C'est ça, le vrai métier. C'est une compétition mortifère, d'une violence inimaginable. Quelqu'un a envie encore de faire du cinéma? J'ai essentiellement des milliers de journées de bons souvenirs. Donc, non, je ne peux pas vous... Vous savez, j'ai reçu beaucoup de prix importants partout. Ce qui m'empêche, c'est d'être obligé de faire un discours. Non, vous savez, pour moi, c'était tellement de joie. Tout le temps, je sais que quand je me réveille et que je suis chic, je vais à Abbey Road et puis j'ai le London Symphony Orchestra sur la direction avec la meilleure violoniste anglaise. Et je suis heureux. Et puis j'ai James Horner qui a fait tous les films de Cameron, etc., qui est mon copain, on est en symbiose. Donc une journée d'enregistrement à Abbey Road, c'est une grande journée. Après, on va bouffer ensemble avec le compositeur et le premier violon, le premier corps. Tout ça, c'est des journées merveilleuses. Puis, elles ne sont pas répétitives, vous voyez, parce que juste après ça, je vais travailler avec un scénariste, je vais aller à Rome travailler avec un scénariste, et puis le lendemain, je vais retourner au montage. C'est-à-dire que c'est une vie très, 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 très variée. Donc, j'ai essentiellement des souvenirs formidables de quasiment tous les jours. Le nom de la rose est ressorti il y a très peu de temps dans un Blu-ray extrêmement cher, une version 4K qui s'est vendue, qui a été premier des ventes, à 55 € quand même. C'est bien un marché de niche. Il y a un marché de niche, oui, mais attendez, il est considérable, parce que c'est le monde entier. C'est pas la même chose, vous savez, quand vous distribuez sur un pays qui représente 3% de la recette mondiale, et que vous avez accès au marché chinois, au marché américain, au marché anglophone en général, au marché indien, c'est pas la même dimension. C'est-à-dire que même si... J'avais posé la question à James Horner. James Horner donc, était un très grand compositeur qui s'est craché en avion. Bon, c'était mon pote, mais malheureusement, il n'est plus, donc je travaille avec son successeur. Et un jour, je lui dis, mais tu fais encore un CD pour vendre la musique de film? Et il me dit, Jean-Jacques, on est assuré avec n'importe quel film de faire au moins 10 000 ventes dans le monde. Mais il dit, mais ça gagne beaucoup d'argent. C'est-à-dire que 10 000 fois
30 €, ça fait beaucoup de sous. Et donc, ah oui, mais attendez, il y a un vinyle qui vient d'être refait il y a 2 ans sur Coup de tête, mon deuxième film, qui est la musique de Bachelet. Il y a La Victoire en chantant, mon premier film, qui est ressorti l'année dernière en CD. C'est-à-dire qu'il y a un petit marché extrêmement lucratif. C'est-à-dire que, est-ce qu'il vaut mieux vendre des montres dans un parapluie ou les vendre très cher chez Cartier? Les DVD qui se vendaient bien, c'était les films avec un certain spectacle. Les gens n'achètent pas de DVD pour voir 2 personnes qui s'engueulent à la terrasse d'un café ou dans une salle, dans une chambre à coucher. Ça, c'est pas, les gens n'ont jamais acheté de DVD de façon considérable. Quand vous faites, moi, il y a, à l'époque de Stalingrad, 60% de la recette était faite en DVD. Dans le monde. Voilà. Donc c'est autre chose, on est passé à autre chose maintenant, c'est les plateformes. Vous savez, j'ai écrit récemment à je ne sais plus quel journaliste en disant vous parlez du succès en salle, mais c'est pas comme ça qu'il faut juger. Aujourd'hui, je fais pas mal de... on m'invite à faire des séances où on passe des films en 36 mm, c'est nostalgique et tout. Bon. Généralement, on demande à la salle qui a déjà vu le film. Oh, tout le monde lève la main. Qui a déjà vu le film au cinéma? 12 personnes sur 500 lèvent la main. Les gens ont vu le film à la télé 5 fois. Donc ça fait combien de passages? Mais vous allez... Ça va vous sembler invraisemblable, mais ça dépasse le milliard. C'est-à-dire que, vous savez, en Chine, l'émission la plus célèbre, c'est pour le Nouvel An lunaire, il y a 1 milliard de spectateurs. Quand c'est un bit, c'est 900 millions. Donc, si vous... mon film chinois, première exploitation, 31 millions. C'est pas... C'est bon, c'est raisonnable par rapport... mais par rapport à la population. Mais le film, il passe maintenant tous les ans pour la fête nationale, etc. Mais c'est autre chose. C'est-à-dire que vous avez 500 millions de gens qui ont vu le film. C'est beaucoup. Et qui l'aiment. C'est beaucoup. Il faut comprendre que la diffusion des films, c'est plus comme avant. Avant, vous avez la possibilité de voir un film qu'au cinéma. Il fallait aller physiquement s'asseoir dans une salle de ménage projection. Maintenant, les gens, sans doute depuis le Covid, ils sont achetés une belle télé, ils ont un son formidable, et ils restent chez eux, puis si ça ne leur plaît pas, ils changent de chaîne. C'est la nouvelle façon. Et moi, je l'ai adopté, cette nouvelle façon, depuis longtemps. Depuis longtemps, je sais que les gens regardent, que la notoriété d'un film vient de la puissance de ce qui se passe à la télé. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas diffusé régulièrement en Australie, vous ne ferez jamais un film au-delà de 10 millions d'euros. Jamais. Et avec 10 millions d'euros, vous ferez une trottinette améliorée. Enfin bon, si vous voulez, là-dessus, je me rends bien compte que je suis... Je sais que si je parle devant mes nouveaux collègues, ils sont fâchés de ça. Parce qu'ils n'imaginent pas qu'on peut faire un succès au nord de la Belgique, ni à l'est. Attendez, les films français en Suisse, on fait faire des promotions à Lausanne, et ça ne sert à rien. Il y a 1,6 million de francophones. Il faut aller à Zurich, il faut être public, il faut être dans la partie allemande. C'est ridicule, si vous voulez, de faire une promotion en Suisse, ça ne sert à rien. Il vaut mieux aller à Marseille. Il y a un potentiel de public beaucoup plus grand. Et vous savez, moi, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je fasse ces films, pas pour moi, mais de moi pour vous, de moi pour les autres. Et les autres, c'est pas seulement les Français. Bien sûr, les Français sont prioritaires dans mon cœur, je suis français, donc ça compte énormément. Mais si je ne suis pas vu en Malaisie, je pense que j'ai fait quelque chose qui ne marchait pas. Et donc, effectivement, vous citiez Minor. Minor a été acheté dans une trentaine de pays, a fait un succès lamentable. Là, le dernier, 195 pays ont acheté. Voilà, Notre-Dame, 195 pays. Et ça passe, alors les gens le découvrent souvent à la télé, mais tant mieux, si vous voulez. C'est pas ridicule de regarder un film sur un bon écran. Les écrans aujourd'hui sont formidables. Attendez, vous avez un écran comme ça pour un prix raisonnable, et au bout de 4 séances de cinéma avec votre famille, vous allez rembourser votre télé. Moi, je me mets à la place des gens. Je suis d'accord. Moi, je regarde plein de films, mais évidemment, très tranquille, il y a le feu de bois, etc. Je suis content, je regarde le film de mon choix, j'ai une énorme collection de DVD, je suis abonné à tout ce qu'on veut. J'adore ça.
Et je ne perds rien. Et si je veux vraiment un très bon son, je mets le casque. Et j'aurai un son stéréophonique. J'ai des télé 3D. Hein. Donc j'ai des lunettes, oui, bon. Quand il y a un film 3D. Il n'y a pas... Il y a très longtemps, vous voyez, je faisais ce qu'on appelle un pan and scan. C'est-à-dire qu'une fois mon film terminé, en scope, je faisais la version avion. Parce que l'achat pour les avions, ça rapporte beaucoup. Mais les formats des petites télés autrefois qu'il y avait sur le siège, ils étaient au mieux en 1,66, c'est-à-dire ça à peu près, à peine plus large qu'un carré. Et évidemment que j'ai pas laissé faire, c'est que j'ai repris mon image en scope et j'ai panoramiqué, c'est pour ça que ça s'appelle pan and scan, c'est-à-dire on panoramique et on scanne. Et le film que je livre pour les télévisions et pour les versions avion, alors mon copain Tavernier me dit « Pourquoi tu fais ça? C'est dégueulasse, tu changes ton propre film. » J'ai dit « Attends Bertrand, tu vas mettre un film de Sergio Leone où il met les deux personnages sur un écran de 2,6 sur 1, il met les personnages sur le côté, tu laisses faire le labo, ils vont te le passer de toute façon, il n'y aura pas les personnages, il n'y aura que la rue. Et comment tu fais? Ben moi, je fais un panoramique de lui à lui. Et je raconte l'histoire. Mais non, tu changes ton œuvre. Bon, je change mon œuvre, j'ai le droit. Après tout, les peintres, des fois, ils changent quelque chose dans leur tableau. Je suis maître d'œuvre. Donc, quand le support est différent, vous ne pouvez pas ignorer que le support est différent. Un écran de 20 mètres de base par rapport à une télé, mais c'est pas honteux. Parce que, vous voyez, moi, j'ai des lunettes qui correspondent à un 18 mm en 35 mm. Donc, ce que je vois là, c'est, si je mets mon écran de portable là, j'ai le même rapport qu'un écran à 30 mètres qui fait 20 mètres de base. Le problème, c'est qu'est-ce que ça coûte de votre champ visuel et qu'est-ce que vous entendez. Mais c'est ça. Moi, je ne suis pas contre les gens regardent mes films dans le métro. Ça me va. Parce qu'ils le regardent comme ça. Ils voient autant que les gens qui vont au cinéma. Ça peut vous sembler très bizarre et très iconoclaste, ce que je dis là. Mais c'est la manière dont je procède. Le négatif 35 mm est très fin. Il est plein d'informations. Mais vous savez sans doute que pour des raisons d'économie, on a toujours tiré depuis ce négatif extrêmement pointu des copies pourries sur de la Pérouse ou de l'AFGA. L'AFA, pardon. Et que comme vous avez très souvent le choix entre avoir un ciel complètement surexposé, blanc, et les acteurs posés normalement. Si vous voulez avoir le ciel avec sa complexité, parce que c'est un ciel d'orage qui arrive, il faut poser pour le ciel l'orage pour que le positif l'enregistre, et vous avez des acteurs qui sont des découpes noires. Donc, moi, je redécouvre les films que j'ai tournés quand je fais le transfert numérique, parce que je repars du négatif et que je suis beaucoup plus heureux des versions numériques de mes films tournés en 35 mm. Pourquoi je vais m'emmerder, comme j'ai fait tout le début de ma carrière, avec des caméras? Si vous la prenez sur le pied, vous n'avez plus de pied. Hein. Il fallait 4 personnes pour le mettre sur ce qu'on appelait le pied-boule. Et après, un rail de travelling, c'était tellement lourd. Si vous aviez besoin d'une grue en 35 mm, j'ai beaucoup utilisé les Chapman, hein, vous ne pouviez pas souvent les utiliser parce que vous alliez faire effondrer le plafond de l'immeuble. Donc vous êtes complètement limité. Mon rêve, moi, c'est d'avoir une toute petite caméra. Dans mes films qui sont projetés sur les très grands écrans, il m'arrive de prendre mon portable et de faire un plan, et ça marche très bien. C'est en 4K, vous avez des optiques Leitz, ça va très bien. J'ai abandonné le Leica, moi, très vite. J'ai fait des centaines, des milliers et des milliers de photos en trimballant mon Leica avec tous les objectifs, mais c'est plus la peine. Il faut se rendre compte que... Enfin, moi, j'ai utilisé tout ce matériel. Et du coup, mon rêve, c'est d'utiliser un matériel plus léger. Parce que je ne pouvais pas avoir cette flexibilité. Vous voulez faire un plan comme ça, par exemple. Là, tac, et vous vous rapprochez comme ça. Bon, ça semble tout simple. Mais le Steadicam ne peut pas le faire. Le Steadicam, il ne va que là, il ne va pas là. Donc, vous êtes obligé de foutre une grue. Si je travaille sur un endroit un peu fragile, la grue est trop lourde.
et vous avez une personne au bout de la grue avec votre pointeur, vous êtes 3. Il y a le cadreur, le metteur en scène et le pointeur. Il y a 3 sièges. Et derrière, vous avez le contrepoids. C'est-à-dire que vous avez déjà 300 kg plus la caméra, c'est 400 kg. Vous avez un poids de 400 kg plus la machine qui va peser 200 kg. Mais c'est du cinéma antique, si vous voulez. C'est-à-dire que vous n'avez pas la flexibilité. L'important, c'est de savoir raconter une histoire. Et que vous la racontiez avec un portable, ça va très bien. Parce qu'aujourd'hui, la qualité est formidable. Vous avez en plus de ça... alors, le zoom numérique n'est pas très bon, il ne faut pas le pousser à fond. Mais si vous utilisez les focales courtes, ça va très très bien. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut... Le 35 mm, c'est de la nostalgie. Je me souviens, je crois que j'étais en Pologne, non. Il y avait un metteur en scène français qui me dit « Ah oui, monsieur Hano, bien sûr, vous travaillez en 35 mm. » Je dis « Mais attendez, j'ai fait le premier film européen en digital. Je me suis jeté sur le digital, moi. Parce que j'ai trouvé ça très commode. Et en plus de ça, si vous voulez, ce qui est formidable dans le digital, c'est qu'il y a une marge de manœuvre, mais invraisemblable. C'est-à-dire que sur l'original, alors là, vous avez le ciel, et vous avez les acteurs, et vous avez tout un tas de détails qui ne vous sont même pas apparus à l'œil nu. Et vous pouvez, après, à l'étalonnage, détourer vos personnages et rajouter le ciel original que j'ai vu de mes yeux. Donc, si vous voulez, bienvenue la nouvelle technologie. Et il ne faut pas s'enfermer dans la nostalgie de ces caméras que je collectionne, figurez-vous. J'ai une belle collection de caméras du muet. Je viens de dédicacer un gros livre publié par Pathé sur les caméras anciennes. Donc je connais bien le truc. J'aime beaucoup la nostalgie, à condition que ce soit pour les autres. Je suis ouvert à tout l'outillage du cinéma. Vous avez, quand vous êtes metteur en scène, vous avez une boîte à outils. L'acteur, son costume, ses chaussures, ses perruques, le maquillage, l'ambiance sonore, le décor dans lequel vous mettez. C'est tout ça, la mise en scène. C'est-à-dire, pour que les acteurs jouent bien, il faut d'abord que le dialogue soit bien, que leurs partenaires soient bien, qu'ils se sentent à l'aise ou mal à l'aise dans le décor. Si je veux un mec emprunté, je vais lui dire, tu vas avoir des chaussures beaucoup trop petites pour toi. Donc le mec va marcher comme ça, et c'est déjà de la mise en scène. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de lui rappeler, parce que si je lui rappelle au tournage, il va penser qu'à ça, il va oublier son texte. Pourquoi sur Le Nom de la Rose, j'ai refusé, j'ai rencontré John Huston, qui était un très grand metteur en scène à l'époque, qui était d'accord pour jouer un des rôles principaux du Nom de la Rose. Il avait un problème respiratoire, il se trimballait avec des bouteilles d'oxygène, et je lui ai dit, alors il m'a dit, il faudrait chauffer le décor, parce que bon, et j'ai dit à mon producteur, non, je ne peux pas prendre quelqu'un qui va faire chauffer le décor, parce que je veux tourner dans le froid, de façon à ce que les gens aient froid, ou en tout cas se calfeutrent dans leurs vêtements. On n'est pas dans un scriptorium, c'est-à-dire l'endroit où on copie les enluminures. À l'époque, au Moyen-Âge, il n'y avait pas de chauffage. Donc les mecs, ils étaient avec des gros vêtements, et quand vous les mettez à 3 degrés dans le studio, je n'ai pas besoin de leur rappeler qu'ils ont froid, parce que sinon, ils vont faire tous comme ça, et ça sera ridicule. Ça serait une série télé. Ils vont faire semblant comme ça, avec des gouttes de transpiration, parce que les lumières sont chaudes. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est de la mise en scène, à mon sens. Et de la mise en scène, c'est tout ça ensemble. Quand vous mettez un acteur dans le décor qui convient, avec le partenaire ou la partenaire qui convient, ils ont compris tout de suite. Mon acteur sur l'amant, l'autre jour, il y a quelques mois, je déjeunais à Pékin avec notre ambassadeur, et puis finalement, mon acteur de l'amant, qui est devenu maintenant un acteur très célèbre en Chine, me dit « Ah, c'est quand même formidable, tu ne m'as donné qu'une seule indication sur l'amant. » J'ai travaillé pendant, je sais pas, 6 mois avec lui. Je lui dis « Mais attends, tu rigoles? Comment ça bien, Il me dit « Non, le premier jour où tu m'as vu en casting, tu as ouvert la porte du Péninsula à Hong Kong, et tu m'as dit, votre rôle, c'est d'être la dignité de l'Asie. » Il m'a dit, ça m'a suffi. Et c'est vrai, ça suffisait. Il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que si vous lui dites, tu es en fait un guignol qui prétend être occidental, mais tu es chinois. Mais non, c'est au blanc c'est peut-être ça. Mais vous lui dites ça. C'est la première chose que vous dites. Donc ça, la mise en scène, elle commence là. Elle commence au casting, elle commence dans votre intention à vous. Comment vous voyez le personnage. C'est ça qu'il faut communiquer à l'acteur, et c'est ça qui suffit généralement. Il
ne faut pas les inonder de... Il y avait une question tout à l'heure sur la marge de manœuvre. Mais la marge de manœuvre, une fois que par hasard, il m'a rappelé ça, j'avais oublié que j'avais dit ça, mais c'est déterminant. C'est-à-dire que si je me trompe au premier rendez-vous, bah, je suis niqué, c'est tout. Je n'irai nulle part. Parce que je me suis bourré, parce que j'ai raconté tout un tas d'histoires qui sont irrelevant, comme on dit en anglais. Et donc la mise en scène commence là. Et pour dire ça, il faut que vous ayez réfléchi à votre personnage. Il faut que vous l'ayez incarné pour que le public l'incarne à son tour. On m'a beaucoup reproché de prendre des acteurs beaux. Mais encore une fois, c'est Aristote, si vous voulez. Les temples grecs étaient beaux, les statues étaient plus belles que la réalité. Art is larger than life. Hein, l'art, c'est plus parfait que la vie. C'est pour ça que ça fait rêver. Et moi, j'aime bien diriger des gens qui sont charismatiques. Alors, j'ai aussi beaucoup une très forte attraction pour les visages singuliers. Un beau visage, c'est pas forcément un visage de mannequin. Les mannequins, vous savez, les mannequins, c'est des porte-manteaux qui sont destinés à vendre un sac à main ou des chaussures. On ne regarde pas le mannequin, on voit la silhouette générale et on regarde le sac. C'est fait pour ça. Au cinéma, on ne regarde pas le sac, on regarde les yeux de l'acteur et à travers les yeux, on voit son cœur. Donc on est dans deux domaines complètement différents. Pour ça que les mannequins ont beaucoup de mal à devenir des acteurs importants. Claudia Schiffer a essayé, elle a fait finalement 2-3 pornos et c'est ce qu'elle a réussi à faire. Sean, je n'en voulais pas. Et son agent, qui s'appelait Malkovich, il y avait deux rois à Los Angeles, le patron de ICM, c'était mon agence, et le patron de CA. Et le patron de CA m'appelait une fois toutes les 3 semaines en me disant « Revois Sean Connery, il meurt d'envie de faire ce film ». Et je lui disais « Non, le film est autour d'un personnage qui s'appelle Guillaume d'Occam, qui est le penseur du monde franciscain, et un mélange de ça et de Sherlock Holmes. Je ne veux pas rajouter 007 dessus. Je ne peux pas. » Et j'ai résisté jusqu'au jour où, devant quitter la France, puisque je n'ai pas pu monter le film en France, je vais vivre en Allemagne avec un très bon producteur. Et un matin où j'étais en train de dessiner les ébauches de mon storyboard, il y a ce producteur, qui s'appelait Bert Reichinger, qui vient voir, qui dit « Ah, dis-moi, tu as une visite là, ce matin, ben c'est Sean Connery. » Oh, je lui dis « Non, tu fais chier. » Ça fait des mois que je lui dis non. Il me dit « Oui, mais encore, écoute, tu lui diras non de vive voix, comme ça sera plus simple. » On frappe à la porte s'ouvre. Oh, je me dis « Putain, le mec, il est super. » Je connaissais tous ses films, évidemment. Beaucoup plus beau dans la vie, complètement charismatique. Il arrive avec le scénario sous le bras et il me dit « Listen, boy », avec sa belle voix. Il s'assoit en face de moi, il ouvre le scénario à la page 1, il commence à me le lire. Page 2, j'ai la chair de poule. Page 3, je lui dis « Sean, ça va très bien. » C'est d'accord. Et donc, nous engageons Sean, sauf que le nouveau président de Columbia avec qui on est un ancien agent. On arrive à Los Angeles la semaine d'après, et cet ami, qui parlait très bien le français, me dit en français « Alors, vous avez trouvé quelqu'un pour le rôle principal ?» Et là, je sens que ça ne va pas le faire. Je dis « Oui, on a pris Sean Connery. » « Quoi ? Non, je t'interdis de le faire. » Là, il me parle comme mon agent. « Tu vas ruiner ta carrière, t'es foutu. C'est un vieux con. » Enfin, il me fait un descriptif absolu. Je lui dis « Bob, c'est trop tard. On a signé. » Il demande en anglais à mon producteur si c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il appelle sa secrétaire. Il dit « Allez me chercher le contrat, une corbeille à papier. » Il déchire le contrat pour nous. Et on a lancé le film avec Sean, sans distributeur américain, c'est-à-dire sans les 2 tiers du financement. Voilà. Alors pour Ron, c'est différent. Ron avait été un acteur formidable sur La Garde du Feu. Et j'avais immensément sympathisé avec lui. Et je le voulais pour ce rôle. J'ai été faire un essai avec lui à Los Angeles. Je lui ai dit, Ron, je ne peux pas c'est toi dont j'ai envie, mais je ne peux pas parce que je suis dans une coproduction germano-italienne et je suis tenu de prendre au moins un grand rôle italien. Et il y a un comique qui s'appelle Franco Franchi, je dis son nom,
qui était une espèce de rigolo qui passait à la télé. Bon. Et ce rigolo, sur contrat, c'est qu'il faut qu'il se rase de façon à avoir la gale, faire semblant d'avoir la gale. Je vais le voir au maquillage un mois avant le tournage, et il a une espèce de chapeau de Frankenstein en plastique et une chevelure galeuse. Bon, il ressemble à Frankenstein. Je lui dis non, attendez, c'est pas une perruque que je veux, c'est vos propres cheveux qui vont être rasés par endroits avec du maquillage. Il me dit ah si, signor Jacques. Et 2 semaines plus tard, on est maintenant à une semaine du tournage, il revient avec une perruque un peu similaire, un peu moins haute, et je lui dis non, ça ne le fera pas. Et j'avais dit à Ron, je ne pourrais l'utiliser que si j'ai un drame sur le tournage. Figurez-vous que on est le samedi, et l'agent de ce personnage, de Franco Franchi, dit « Monsieur Franco Franchi ne se rasera pas ses cheveux. » Donc il est hors contrat, et nous lui disons « Vous ne faites pas partie du tournage. » Il n'en revient pas, parce qu'il était célèbre en Italie. Il faisait... il pesait beaucoup, et donc il ne comprend pas qu'il puisse être viré. Mais il est viré. Pendant ce temps-là, Ron Perlman, qui est devenu vendeur d'un truc qui s'appelait Sportsac, dans le Village, à New York, et il était chauffeur de limousine. Il était dans une petite chambrette, et il se dit ce matin-là, il faudrait quand même que quelque chose de positif m'arrive. Le téléphone sonne, c'est mon assistante. Elle lui dit, Ron, est-ce que tu es libre dans la semaine? Ah oui? C'est pourquoi? Est-ce que tu es libre le mois prochain? Ah ben oui. Est-ce que tu es libre pour 3 mois? Oui. Bon, ben, il y a un avion pour Rome à JFK, à l'aéroport, et il est dans 1h15. Ron met tout son linge sale dans un sac à dos, il court, il arrive à prendre l'avion, il arrive à Rome, je le pose au maquillage, je lui rase les cheveux, là il se regarde dans la glace, il éclate de rire, et il pleure. Mon pote pleure. Et on est devenus, je crois, les meilleurs amis du monde. Là récemment, je l'ai eu, il y avait une émission qui se faisait chez moi à la campagne, et on appelle Ron, on fait un zoom, et la caméra me filme, et Ron me dit des choses merveilleuses à entendre, et il me dit, tu sais, au début j'étais content de faire du cinéma, maintenant, grâce à toi et à Guillermo del Toro, qui est un metteur en scène mexicain formidable, je suis fier d'avoir fait du cinéma, c'est différent. Entre être heureux et fier, c'est différent. Et donc voilà, le rapport que j'ai avec Ron est un rapport formidable. Un détail, vous voyez, dans la série que j'ai faite, je l'appelle un jour, je lui dis, Ron, écoute, il y a un truc pour toi. Il me dit, c'est d'accord. Je lui dis, attends, laisse-moi t'expliquer ce que c'est. Il me dit, non, c'est pas la peine, dînons ensemble. Et je lui dis, attends, je suis pas à Los Angeles. Il dit, non, moi je suis à Los Angeles, je viens de voir, j'étais à Montréal. Il vient, attends, je l'appelle à, je sais pas, à 11h, on dîne ensemble, à Montréal. C'est-à-dire qu'il vient, on parle de choses et d'autres, je lui raconte le rôle, il me dit, c'est d'accord. Je lui dis, tu en veux plus? Il me dit non. Est-ce que tu me dis que tu vas me faire des gilets à ma taille? Parce que j'ai beaucoup gonflé de la poitrine à voir. Si tu me fais 3 gilets, ça me va. Non, attendez, c'est ça l'amitié, vous voyez. C'est James Horner qui a l'habitude de faire rien que le score, la musique de film, ça coûte 7 millions de dollars, hein, un film américain. Ça coûtait à l'époque. Et James vient me voir sur Stalingrad et il me dit, JJ, are you aware that I take no money for this movie. Je ne prends pas de sous pour ce film, je le fais gratuitement. Et je lui dis, mais James, tu es fou. Non, c'est au plagiat. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la différence. C'est-à-dire que, ou bien vous faites de la saucisse tous les jours et personne n'a envie de travailler avec vous, ou bien vous faites des films avec des gens avec lesquels on a des rapports complètement délicieux. C'est autre chose, un plateau. Les conseils, c'est de savoir que vous sortirez de l'école, peut-être diplômé, et quand vous arriverez sur un plateau, vous serez complètement désemparé, parce que c'est complètement autre chose. Est-ce qu'on vous a fait un cours de financement d'un film? Pas du tout. Alors, parce que, attendez, vos profs, ils ont fait quoi? Je suis désolé d'être brutal, mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme film? Qu'est-ce qu'ils ont financé?
comment ils se sont démerdés. Mais la vie de la mise en scène, elle commence là. Comment vous allez aborder les agents? Pourquoi les agents importants vont vous répondre? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, si vous avez 12 prix de documentaire ou que vous avez fait un tabac, il faut commencer par réussir chaque marche. Et il y a à peu près 45 étages. Et si vous ratez la première marche, vous avez encore une chance à la deuxième. Si vous ratez la troisième marche, vous arrêtez. C'est mon conseil. Si vous voulez, c'est un métier d'une cruauté que vous n'imaginez pas, d'une violence que vous n'imaginez pas. Je vous ai dit les chiffres. 1000 scénarios, un film qui est fait. C'est invraisemblable. C'est-à-dire que la compétition est monstrueuse. Et vous avez des gens qui viennent là avec une totale naïveté. Tous les jours, je suis obligé de répondre à des gens qui me disent « Mon fils veut faire du cinéma, quel conseil avez-vous lui donner? Pouvez-vous le rencontrer ?» Et je passerai mon temps à rencontrer des gens qui n'ont aucune chance. Alors, attendez, moi j'ai commencé comme vous, j'étais banlieusard, mes parents ne connaissaient absolument personne. Le premier plateau où je suis allé, c'est parce que une cousine d'amis de mes parents avait pour papa un monsieur qui a fait la peinture dans l'appartement d'un type qui s'appelait Claude Barma, qui était un grand metteur en scène de télé. Je suis allé sur son plateau pour la première fois, j'ai vu ça, et j'ai sympathisé avec le chef opérateur. Par miracle, il m'a aidé. Et puis j'ai fait l'IDEC, qui s'appelle maintenant la FEMIS, et mes profs, toutes les semaines, me proposaient un truc. Je suis allé au Cameroun enseigner le cinéma, j'avais 20 ou 21 ans, parce que les profs m'ont recommandé au ministère de la Culture. Si vous voulez, j'étais bon élève. Alors ça fait con d'être bon élève. J'étais pas près du radiateur à jouer de la guitare comme certains de mes copains qui n'ont rien fait. Ils ont joué de la guitare. Bon, très bien. C'est pas ce métier-là. C'est un métier de lutte au couteau ou en amabilité. Moi, je jamais été violent. Mais si vous voulez, je crois que la plupart d'entre vous n'avaient pas... Moi, quand je suis arrivé sur mes premiers plateaux, j'étais étonné du nombre de questions qu'on me posait auxquelles je ne savais pas répondre. J'avais un ami qui s'appelait Molinaro, qui faisait les films avec des stars de l'époque, Jean Belmondo, genre de Funès. Il avait acheté un truc comme on les hôtesses de l'air, parfois quand on rentre dans l'avion, pour le nombre de questions qu'on lui posait par jour. C'est à peu près 800. 800 questions. Jean-Jacques, est-ce que les boutons, tu les vois argentés ou dorés? Ah, dorés, oui, d'accord. Vous dites n'importe quoi, éventuellement, mais vous répondez. Est-ce que la cantine, on la met dans cet axe-là ou là, derrière la forêt? C'est un peu plus long pour attacher. Derrière la forêt. Et vous avez la queue derrière vous, de gens qui vous demandent dis-moi, est-ce que tu veux qu'on fasse pousser la pellicule? Là, on était sur de la 200 ASA, il faudrait la monter à 400. Ça sera granulé. Oui, allez-y, granulé. Suivant. Les chaussures, tu les veux avec les talons hauts pour la fille ou un peu plus bas? On vous amène des chaussures. Ah, et les verres pour la scène de repas, etc., etc. Vous avez tout à répondre. C'est-à-dire qu'il faut connaître votre métier que vous ne pourrez pas connaître avant de vous retrouver sur un plateau avec des gens qui font la queue pour vous poser des questions. Et si vous n'avez pas la vision de votre film dans la tête, d'abord, si vous n'êtes pas un bon conteur, il faut savoir raconter des histoires, captiver votre auditoire. L'autre jour, je reviens de Shanghai, il y a le pilote qui me demande de venir dans la cabine, et il est triste. Je lui ai pas posé de triste. Il me dit, mon fils veut faire du cinéma et ma fille veut être actrice. Voilà, je lui ai posé une question très sévère. Je lui ai dit, est-ce que, quand vous rentrez dans un restaurant avec votre fille, le restaurant s'arrête de manger et que c'est le silence? Ah ben, il me dit non. Je lui ai dit, ça c'est embêtant. Hein, parce que les stars, vous n'avez pas besoin de dire que c'est une star. Vous allez n'importe où avec une vraie star, le restaurant s'arrête. Homme comme garçon, comme fille. Comme Jules Dehaut, par exemple. Je peux vous dire, moi j'avais rendez-vous avec lui, il y avait, je sais pas, 500 personnes dans le restaurant, je ne vois que lui. Et il ne me regardait pas, il était comme ça. Il y a une aura. Quand vous êtes metteur en scène, il faut que
vos acteurs vous respectent et que votre équipe vous respecte. Et ça ne se, comme on dit aux États-Unis, ça ne se vend pas sur étagère. Il faut le mériter, ce respect. Et donc, comment vous faites respecter d'une équipe? Vous allez avoir des gens qui ont fait déjà 140 films et qui, dans la seconde, vous jugent. C'est-à-dire que, monsieur, où est-ce qu'on met la caméra? Est-ce que vous voulez sur Steadicam ou est-ce qu'on prend la grille? Si vous êtes là, qu'est-ce que vous feriez, vous? Ah, d'accord, on sait qui vous êtes, c'est-à-dire vous ne savez pas. Si vous dites n'importe quoi, on le sait aussi. C'est-à-dire que le rapport à l'équipe, le rapport au producteur, le producteur, il va avoir que des roches, c'est n'importe quoi. Le premier jour, faites attention au premier jour. Le premier jour est déterminant, parce que les gens, ils regardent. Oh là là, c'est moche, c'est mal filmé. Bon. Ou alors, au contraire, putain, qu'est-ce que c'est bien. Ah, la vache, les images, elles décoiffent. Bon. Donc, si vous voulez, la bonne nouvelle, je me souviens de cette conversation, encore une fois, avec Bertrand Tavernier, qui me disait « Ah, mais tu fais chier avec tes making-of, pourquoi tu fais des making-of, tu racontes tous les secrets. » Et je lui disais « Mais personne n'y comprend rien. Personne n'y comprend rien. Le mixage, je peux raconter 20 fois ce que c'est que le mixage, les prémix paroles, les prémix dialogues, mélanger le prémix doublage avec l'original, nettoyer l'original. Qu'est-ce que les gens y comprennent là-dedans? Rien du tout. C'est-à-dire, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Qu'est-ce que c'est que le spotting avec le musicien? Pourquoi on s'arrête à cette image-là en disant, là, tu fais rentrer les trombones? Pourquoi? Est-ce que tu le sais? Oui, il faut faire ça. Et c'est là où on obtient le respect non seulement du musicien, mais de l'orchestre. Je peux vous dire que ce qu'il y a de merveilleux, c'est quand on termine un enregistrement et que l'orchestre se lève, applaudit mon compositeur. Mais c'est rarissime, parce qu'ils s'en foutent, les musiciens. Ils viennent dire gna 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 gna. Ils ne savent pas quel film ils voient. Nous, avec James Horner, on a fait renettoyer le grand écran de Abbey Road, là où on enregistrait les Beatles. C'est encore le matériel des Beatles qui est dans les couloirs. Bon, si vous voulez. Mais pour être là, pourquoi vous êtes respecté des musiciens? Parce que je vais féliciter la harpiste en lui disant votre intervention a été formidable. Et après, je vais voir le trombone, le premier trombone, et je lui dis attendez, vous êtes un petit peu fort, James et moi, on pense que vous êtes un tout petit peu fort, faites-le plus doux la prochaine fois. D'un seul coup, on s'intéresse à eux, donc ils s'intéressent à nous. Et c'est ça, si vous voulez, votre métier. Votre métier, c'est un métier d'inventeur d'histoire, de créateur d'images et de général, parce que vous avez très rapidement une armée. Moi, sur certains films, j'ai 200 personnes derrière, parfois 600 derrière la caméra. 600 plus 2 ou 3 000 personnes qui travaillent dans le monde sur les effets spéciaux, maintenant. Comment vous parlez au mec au Maroc qui enlève tous les poteaux télégraphiques et les antennes de télé, qui est au Maroc, qui ne sait pas du tout sur quel film il travaille, l'autre qui vous fait un loup artificiel qui ne ressemble à rien, qui ressemble à son clébard. Donc, si vous voulez, comment vous faites pour être respecté par ces gens-là? Il faut être attentif et respectueux de leur travail, donc le connaître, leur travail, et savoir que vous avez une multitude de responsabilités dans des domaines que vous n'imaginez pas. Parce que les gens qui vous apprennent, qui vous enseignent, n'ont pas cette expérience. Donc, ce que je vous conseille, c'est de commencer par des films que vous pouvez maîtriser. Moi, j'ai commencé tout petit. Je crois que mon premier film publicitaire, c'était avec un surfeur à Biarritz. Bon, mais après, je me souviens, j'ai fait des films de gros plans. Mais je me suis donné un mal fou. Pour vendre, je me suis donné des briquets du pont, des choses comme ça. Mais c'est très compliqué à faire un film qui tienne debout avec des gros plans. Mais vous pouvez faire des très beaux gros plans. D'un seul coup, c'est bien éclairé, ça vend bien le briquet. Et vous avez une notoriété de jeunes metteurs en scène qui marche bien. Et vous voyez, alors moi j'ai un petit-fils qui n'a pas mon nom, et qui a 20 ans, et qui a fait l'ESRA, une école de cinéma. Et un prof, un jour, voit les films, il est arrivé deuxième et pas premier. Il me dit, mais est-ce que c'est ton petit-fils? Parce que la deuxième partie de son nom, c'est ton nom. Je dis, oui, c'est mon petit-fils. Eh bien, ce petit garçon, ce petit jeune homme, il travaille sans arrêt.
parce qu'il se donne un mal fou, il se lève à 5 h du matin, là aujourd'hui il est en Thaïlande, la semaine dernière il était en Grèce, mais moi je ne l'ai pas aidé, hein. Il s'est aidé tout seul, ce jeune homme. Et il a peut-être compris aussi, il est venu sur mes plateaux 2-3 fois quand il était gamin, ça doit aider sans doute, hein. J'imagine. Mais en tout cas, les films, il faut que vous l'ayez complètement en tête. Et comme vous l'avez complètement en tête, vous n'hésitez pas sur le costume. On va vous proposer pour la fille une robe un peu transparente, ou au contraire, selon le personnage. Vous n'habillez pas un mannequin, vous habillez une âme. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que ce personnage va s'y attacher? Charlot, vous savez, Chaplin, il a mis beaucoup de temps à trouver son personnage. Il était assez nul au début. Mais finalement, un jour, en cherchant dans un magasin, dans un atelier de costumes, il a trouvé un costume trop grand, des chaussures beaucoup trop grandes, une canne, et il s'est mis à jouer, et il est devenu Charlot. Parce qu'il s'est fait un personnage. Mais parce qu'il avait aussi une vie très difficile. En fait, il était tzigane, il était gitan, Chaplin. Il avait ce talent musical formidable. Et il avait l'invention de raconter des histoires magnifiquement. C'est ça qui est amusant, c'est que c'est des films des années 20. On a l'impression que c'est pas regardable. Ben, c'est formidable. Et puis vous regardez des films faits avant-hier, on s'endort. Donc si vous voulez, bon, l'art de raconter des histoires, l'art de visualiser votre film, et de comprendre les moyens techniques que vous allez utiliser. Quel objectif? Le premier piège, c'est qu'on va vous demander quel objectif on met. Si vous dites ce que vous voulez, non. Si vous dites un 35, en équivalence 35 mm, pourquoi le 35? Alors que vous devriez prendre un 150 pour avoir les fonds flous. Pourquoi les fonds sont flous 150? Parce qu'il n'y a pas de profondeur de champ, à grande ouverture. Donc il faut faire descendre la lumière. Est-ce que vous le savez, ça? Tant que vous ne le savez pas, vous n'êtes pas en mesure de... Vous avez le chef opérateur qui vous dit Jean-Jacques, on met quoi sur la caméra 4? Tu dis à 350. Est-ce qu'on met le doubleur? Oui, on met le doubleur. Très bien. Si vous ne voyez pas la différence entre le courte focale et le longue focale, vous ne pourrez pas, ou bien vous faites votre film à courte focale, c'est très intéressant, mais c'est pas la même mise en scène qu'à la longue focale. La longue focale, vous avez les fonds flous. Pourquoi vous avez les fonds flous? Il n'y a pas de profondeur de champ. Et si vous vous intéressez au personnage, vous avez envie d'avoir votre fond ou bien sombre ou bien flou. Donc c'est les focales longues, etc. C'est tout. C'est de l'artisanat, si vous voulez. Alors moi j'ai souvent dit que j'étais un artisan. Ah, on m'a dit bien sûr, vous êtes un artisan et un commerçant. Très bien, pourquoi pas? Ça me va très bien être un artisan et un commerçant. Je suis aussi obligé de vendre mon idée. Voilà. Mais c'est mon idée que je vends. C'est pas l'idée des autres. Et donc, alors c'est pas dans la terminologie. Qu'est-ce que c'est qu'un film d'auteur? C'est un film qui marche pas. À partir du fait un film qui marche, vous n'êtes plus un auteur, même si c'est vous qui avez tout fait. Dans la terminologie française. Souvenez-vous que c'est pas ça qui va vous aider à conquérir les marchés mondiaux. Mais c'est peut-être pas votre ambition. Il y a des gens qui sont très très heureux. Moi, je m'aurais été très satisfait d'être opérateur de documentaire. Hein. Dans ma tête, ça allait très bien. Je voulais être dans ce métier, et donc tout me convenait, à vrai dire. La chance aussi, ça compte. Pourquoi j'ai eu un Oscar à mon premier film, je ne sais pas vraiment bien. Parce que les autres étaient moins bons. Je ne sais pas, ça m'a plu. C'est le hasard, je ne suis même pas allé faire le tapin là-bas. Hein. J'étais dans mon lit quand j'ai eu l'Oscar. Mon lit à Paris.